pense pas qu'on parle de ça. Méfiez-vous des images des médias. On vous montrera n'importe quoi. Joe, my dear, Russia are the good guys and they're not in bed with China, the CCP. The army is the only way. It had to be this way. Donc, la Russie, c'est pas les gens. Ce sont les gentils. Ils couchent pas avec la Chine, mais tantôt, ils étaient pour être avec la Chine. Ouais. Tandis que les States, eux autres, ils On couchent avec attend, la on Chine. attend toujours de savoir si la Chine sont gentils ou pas. C'est vrai, c'est probablement la plus On, importante. on a besoin question. de cet élément de lore, là. Oui, effectivement. Puis là, ben, c'est ça. Hein, lui, il est sa sauce ici. All fake, pas de guide, tout est faux. Tu ne crois pas Romana, mais tu devrais. Romana. Vladimir est un génie. Les Moukmouks, hein? Les Moukmouks sont sans génie. C'est un enfant de maternelle contre un ogre. Alors pas de chance. Et les Chinois veulent notre pays. Tabarnak, dors bien, dude. Je crois que la guerre en Ukraine est un false flag. Je suis d'accord avec toi sur beaucoup de choses. Et Dieu sait que tu fais un travail remarquable et tu as aidé beaucoup de gens. Et On voilà, l'a lu, on parle lui. plus de ça. Mais sur celle-ci, il faut fouiller plus. Selon... Ben oui, effectivement. Tiens. Les Ah non, on l'a vu, mondialistes celle-là avaient aussi. prévu un false flag sous la forme... Mais ça, tu On l'as lu. l'a vu, ben oui. Ah, ta On l'a vu. mondialiste, on l'a lu. Bon, ben, Chris, ça accélère de même. Hein? C'est plus complexe que ça, Jonathan. Et ton analyse ne correspond pas. Oh, ça a l'air d'être en réponse à M. Blanchette. Ne correspond pas à ce qui se passe. L'Ukraine n'a jamais signé de papier pour établir ses frontières, donc il n'est pas un pays. Ils sont une république de la Russie, qui n'est donc pas un ennemi. La cabale s'est plutôt servie de l'Ukraine comme d'une plaque tournante pour le trafic d'êtres humains, majoritairement des enfants qui génèrent de gros profits. C'est ce que disent les médias, c'est de la bullshit. C'est toujours, comme toujours, plutôt. L'enquête de Durham est mise... C'est Durham. C'est un faux drapeau. Hey, la sauce est vraiment dense. Là. Elle lit ces trois-là. C'est toi qui lis ces trois-là. Poutine est un... Excuse, mais celle-là est bonne. Poutine est un grand... J'imagine que c'est dictateur. Dans le bon sens. Poutine est un grand dictateur. Il n'a jamais personne a été capable de se présenter contre lui. C'est peut-être parce que c'est un dictateur. En élection, il règle sa vite, lui. Il fait tirer tout parti qui se présente contre lui. C'est un fou. Ben oui, OK. Fait que on ne sait pas si c'est positif ou pas. Grand fou. C'est un défendeur pour la liberté et contre le nouvel ordre mondial. T'es mêlé pis pas à peu près. Tu nous parles plutôt de Staline plutôt que de Poutine. Essaie de te renseigner un peu avant de garrocher des idioties de la pareille sorte. Poutine est le président le plus aimé tant par son peuple que partout dans le monde. Wow. Non. Non. On est en guerre depuis 2-3 ans quand vous allez allumer. Une guerre mondiale dure 4-5 ans, il en reste 2-3. C'est bon ça. Ah, shit, fuck, man. Ah oui, c'est comme sociologie. Là. C'est assez sociologie. Ben, je commence à être tanné. L'Ukraine. Non, mais juste le... Ah, ben ouais, ben là, excuse-moi. Il me fâche particulièrement. Vas-y. Vive la Russie de Poutine, vive l'Amérique de Trump, vive le Canada des Premières Nations. Ah, misère. Vous vous êtes calissé des Premières Nations depuis tout le temps, puis là, vous faites semblant de vous intéresser à De eux temps autres. en temps, ça peut servir. Parce que c'était juste celui-là, puis je voulais souligner que je me désolidarise particulièrement de ça. De ce genre de propos, oui. Non, t'as bien fait. Ici, ben oui, Trudeau, fou, microbe, on parle pas de ça. Écrit des maçons, guerre, encore frime des maçons. Ben oui. Ça, c'est le même background que Jay Gézanne. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Tiens, je te laisse nous lire ça ici. Avis à tous les patients. Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes, arrogance, impatience, manque de respect, manque de courtoisie, merci de vous placer en quarantaine jusqu'à ce que vous puissiez mieux vous comporter en société. C'est bon, ça, j'aime ça. Ça en est un qui tient la route. Et ça nous amène, Max, à ton dossier. Ouh, mon dossier. J'espère que vous allez l'aimer, les amis, mais je vous avertis, ça risque de parler un peu de communisme et d'histoire médiévale. J'adore ces deux affaires-là. On commence avec un documentaire sur l'ordre du Temple solaire. C'est quand même une assez weird histoire qui implique le Québec de très probante façon. Et Hydro-Québec. Donc, merci d'être avec nous. On commence ça ici. L'ordre du Temple solaire. Selon Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est toutes des victimes de la propagande du gouvernement. Est-ce qu'ils pensent que ça n'a pas existé? C'est ça, ben que c'est le gouvernement qui les a tués. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Ben, en même temps, je suis vraiment pas étonné parce que quand j'entends
Jean-Jacques Crèvecoeur, je vois pas mal ce que disait lors du Temple solaire. Là. Je pense qu'il aurait pu être le boss de l'ordre du Temple solaire. Oui, il a dû s'inspirer de Luc puis l'autre. L'ordre du Temple solaire, au départ, c'est un petit cénacle de personnes férues d'ésotérisme qui se réunissent autour d'un gourou. Dans les années 90, le groupe est clairement en perte de vitesse. Des adeptes importants qui commençaient à partir de l'OTS, qui commençaient à devenir paranoïaques lui-même. Il a dit on va transiter sur la planète Sirius, sur l'étoile Sirius. Ces personnes ne pensaient certainement pas que quitter cette terre supposerait être drogué et recevoir des balles dans le crâne. Ce qui est le plus frustrant, c'est qu'il y ait des victimes innocentes qui aient été amenées avec l'autre dans leur folie. Il y avait en plus des enfants. Le 4 octobre 1994, vers 8h30 du matin, des pompiers s'affairent à crever le toit d'un chalet incendié, situé au 199A rue Belle-Île à Morin Heights. Le genou! Une fois les lieux sécurisés, les enquêteurs de la Sûreté du Québec sont appelés sur les lieux et peuvent commencer leur enquête. C'est pas grave, plus curiosité. Parce que ça me semble être une Dans Québécoise une qui fait chambre la située à narration. l'étage, ils découvrent les corps affreusement brûlés du couple C'est de weird qu'il n'y ait locataires. pas de logo de TV. Des fois, il y a le canal, là, le watermark. Les victimes seront identifiées comme étant Colette Rochat, 62 ans, et Jerry Genoux, 35 ans, un Jerry. couple d'origine suisse. Avec 35 ans. Colette et Jerry Genoux sont venus ici où ils ont Allez, vécu faire à Morin une Heights pendant un certain temps. C'était des Let's go, les- ce qu'on peut appeler, Je vais nous, vous dire ici, des secrets en concierges. attendant. C'était des nettoyeurs, si vous voulez. À première vue, les corps ne portent aucune trace de violence. Pour l'enquêteur Jacques Saint-Pierre, l'affaire ressemble à un suicide suivi d'un incendie volontaire. Colette et Jerry Genoux avaient ingurgité des médicaments pour s'empêcher de... Le secret, c'est de que sauver. Tommy, il a un mulet. Parce que le feu, ça brûle, puis c'est la réaction d'un être humain va vouloir se sauver. Sans perdre de temps, les policiers inspectent les deux autres chalets adjacents, soit les numéros civiques 197 et 199, et ils y découvrent de curieux dispositifs de mise à feu. Ces systèmes étaient programmés pour se déclencher à 5h01, mais ils n'ont visiblement pas fonctionné comme prévu. Mis à part ces bombes incendiaires, tout semble parfaitement normal. Jusqu'à ce que Jacques Saint-Pierre apprenne que les Genoux ne sont pas les propriétaires des chalets de la rue Belle-Île. Les résidences appartenaient à Dominique Bellaton, Joe Dimambro, Luc Jouret. Tous sont membres d'une curieuse confrérie ésotérique nommée Ordre du Temple solaire. L'ordre du Temple solaire, au départ, c'est un petit cénacle de personnes férues d'ésotérisme, versées dans les choses un peu mystérieuses, qui se réunissent autour d'un gourou, d'un personnage français, très sémillant, très bavard, avec un bel accent méridional qui s'appelle Joe Dimambro. C'est un ancien bijoutier qui était dans le Gard, à Pont-Saint-Esprit. Il a acheté une petite maison pour y faire une petite communauté qui s'appelle la Pyramide, à Collonges-sous-Salève. C'est sur la partie française, à côté de Genève. Et de cette petite structure, de cette petite pyramide, va naître une autre structure qui s'appelle la Golden Way, dans un endroit, dans un bâtiment beaucoup plus grand, à Saconnet-d'Arves, là, dans le canton de Genève. Et de la Golden Way naît en 82 à peu près, lors du Temple solaire. Le On voit lendemain déjà de toutes l'incendie les de références Morin à Heights, soit le 5 l'ordre du octobre, Temple, l'ordre de l'enquêteur chevalier Saint-Pierre de la apprend croisade. que Fait quelques qu'il y a heures plus tôt, même un en petit Suisse, lien avec mon deux cours. autres propriétés on appartenant à reprend des l'ordre du symboliques Temple des solaire croisades. ont été incendiées. J'aime ça. L'une à J'aime ça. Chéry, l'autre à L'update du Grange maître, sur en Saint-Laurent. plus, au fur et à mesure, on est bien guidé. Mais je D'après suis les désolé de premières vous annoncer que le il y trésor aurait des pas moins d'une Templiers n'est dizaine pas de à morts, Hawkeye. Et les Je suis rumeurs parlent de désolé. suicide Ben, on collectif. sait pas. Comme Jacques Saint-Pierre n'est pas homme à Peut-être. croire aux Faut creuser coïncidences, plus.
il retourne aussi Ouais, à Morin c'est vrai. Heights, Mais accompagné ils l'ont d'une peut-être équipe mis très propre. médico-légale. Ouais, vraiment, On se vraiment demandant si la profond. scène du crime avait vraiment révélé toute son histoire. Hey, Oak Island, c'est du mythe Ice pour toi. Quand on est revenu le lendemain, on a découvert des Ils ont bouclettes de sang, Ils ont des fait films tout un bouclettes de documentaire sang. là-dessus, puis ils n'ont jamais rien Et trouvé. ça nous arrête a pas. amené Ah à ouais. se Il y a poser une des série questions télé de la provenance. Et de là, Moi, j'ai on a découvert fait cette affaire-là venir, quand des j'ai eu un spécialistes trip du Edgar laboratoire Allan Poe au pour secondaire. pouvoir, Puis il y a une des procéder nouvelles d'Edgar Allan Poe qui a été à la inspirée recherche de la plaque à qu'ils ont l'aide de trouvée, luminol. que lui, il a retrouvé Même le, si les genoux ont le code consciencieusement pour, tout nettoyé avant pour d'orchestrer lire leur la propre plaque. mort, Ah. il est très difficile de C'est faire des- disparaître des du traces de sang. mythe nord-américain. Le luminol, on Oak peut pratiquer Island, ça seulement très beau le soir, recherche. sort à la noirceur, à pleine noirceur. Au Plutôt que de faire ça en plein jour, d'essayer de barricader toutes les fenêtres, on a attendu le soir. Et lorsqu'on a procédé au luminol, même si la pièce a été entièrement lavée, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des éclaboussures de sang assez grandioses, qui nous a amené à dire, bon, ben, c'est pas normal, il y a autre chose qui s'est produit ici. De toute évidence, une altercation sanglante s'était déroulée dans la salle de séjour, et les corps du couple Genoux ne portent pas de traces de violence. Alors, où sont les victimes? Là, la fouille a repris pour finalement découvrir un réduit qui était sous un escalier, mais qui était caché par plusieurs boîtes qui étaient empilées sur une petite porte qui n'était pas tellement haute. Et lorsqu'on a ouvert ça, on s'est rendu compte que les corps des 3 victimes étaient là. Oh, comment? Les cadavres d'un homme et d'une femme sont enroulés dans des tapis. C'est un an Ils ont quand été tu vas dans ton poignardés à garde-manger, maintes t'as reprises faim, et il est violemment 2 h du frappés à matin, l'aide t'as d'un envie d'un objet petit contondant. biscuit, puis là, il y a un corps. Tu tasses le cadavre. Dans un sac poubelle, Là, on il est retrouve rigor un troisième mortis, il corps, reste plié de celui sang. d'un Ah, couple ça âgé de m'arrive tout. quelques mois à peine. L'enfant a été poignardé à D'amour. plusieurs reprises. Et ils ont placé un pieu sur sa poitrine pour faire croire qu'il avait été Pas lui, fausse rebelle. poignardé. Ah, bonne nuit, avec fausse le pieu. rebelle. Dans les affaires de meurtre, il est les policiers 21 heures. apprennent à lire les scènes de crime. Et cette affaire-ci ressemble étrangement à un crime rituel. La première chose un enquêteur va vous dire quand il arrive sur une scène de crime, la scène, c'est son premier témoin. C'est la première parole qu'il va entendre, c'est en étudiant sa scène, il va comprendre beaucoup de choses, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit. Tandis que quand on est arrivé sur la scène de l'ordre du temple solaire, c'était du chinois. On ne comprenait absolument rien. À Morin Heights, le détective Saint-Pierre a beau interroger la scène de crime, celle-ci le Elle ramène ne toujours à la répond même jamais. question. Qui sont ces gens de l'ordre du Temple solaire? À l'origine de l'ordre du Temple solaire se trouve clairement un homme, c'est Jody Mambro. Jody Joe. Mambro, c'est l'homme Là, il y a qui eu Luc qui a amené ça à des grandes lignes. Ben, Luc Jouret me fait beaucoup penser à Jean-Jacques. Ouais. C'est lui qui est C'est un peu vraiment le même Il faut type de savoir C'est lui qui personne. charisme, Au départ, là, c'est qui un a- peu qui a escroc. pitché, ouais. Puis qui est obsédé par les médecines médecines condamné plusieurs fois en France, traditionnelles notamment pour douces, l'édition appelle-le comme de tu chèques veux, sans là. provision, de chèques en bois. Il C'est était un juste sa bijoutier sauce, qui puis traîne l'autre qui a derrière lui tout un exploité la passé pompe assez à sauce. nauséeux, qui a fréquenté notamment avec les milieux d'extrême droite, avec l'OAS. Donc, à la base, Jody Mambro, c'est Pas un de ce que je sais, escroc, Gogoune. un escroc féru d'ésotérisme. Malgré son peu d'instruction et son physique ingrat, Non, il n'y a pas de Di trésor Mambo a des déjà Templiers. Je réussi suis à fonder désolé, une Philippe kyrielle Lebel a pris tout ce qui organisme restait. où il mêle ésotérisme, médecine douce et nourriture biologique. Le premier groupe que crée Jody Mambro, c'est en France, non loin de Genève, au début des années 70, le Centre de préparation à l'âge nouveau. Un petit groupe donc qui s'inscrit clairement dans cette idée d'attente d'un nouvel âge et d'une évolution de l'humanité. Et après quelques années, ce petit groupe achète un centre qui va s'appeler La Pyramide, pas loin de Genève également, toujours sur sol français. Et c'est à la fin des années 70 que se met en place ce qui va être l'embryon de l'ordre du Temple solaire, avec la création à Genève de la fondation Goldenway. Et la fondation Goldenway va être en quelque sorte le noyau de ce qu'on va appeler l'ordre du Temple solaire. Les membres, qui se comptent par dizaines, sont invités à participer à des séminaires qui ont lieu à Saconnex-d'Arves, en Suisse, où Di Mambro possède une propriété.
il y avait un recrutement qui s'opérait par le biais de conférences, soit des conférences sur des thèmes ésotériques, soit des conférences sur la vie, sur la mort, sur la médecine, ou alors par des cours d'initiation personnelle, des cours de Je veux yoga. saluer la Fallait pas référence de payer, François à sauf la qu'à partir pyramide du de moment où Sainte-Foy. t'étais Bien joué. devenu membre de l'Ordre du Temple solaire, où Qui tu est avais l'un commencé à faire partie. l'un des pires, pour avoir habité Duprey, qui est l'un des pires endroits au Québec. Besoin, fait que t'es donné alors. Parce que c'est là que tous les douchebags adeptes vivent vont, au rythme des les lois bars et à des règles côté, dictées tous les par Tim douchebags Monroe. vont, puis là, genre, passer minuit, ça Ici, gueule au jusqu'à Québec, 4 heures du matin. Le responsable du groupe du Québec, c'était Robert Falardeau, qui était le grand responsable au niveau de l'Ordre du Temple solaire au Québec. Il enseignait beaucoup au niveau des légumes biologiques. Quand il allait faire l'épicerie, quand il voulait entrer dans la maison, l'épicerie qui venait de l'extérieur, il fallait que la lave 7 fois avant de l'entrée dans la maison. Vous ne pouviez pas prendre le fauteuil d'un autre membre de Le l'Ordre Star du Temple solaire Bar, pour oh pogner yes, ses oh yes, énergies. le Star Bar. Le soir, regroupés en demi-cercle dans le sanctuaire de la propriété, les adeptes se tiennent debout dans le noir, attendant que se manifestent les maîtres de Zurich, des divinités surnaturelles qui communiquent avec Joe DiMambro, à ce qu'il prétend. Joe DiMambro, qui était quand même un spécialiste en matière de farces et attrapes, mais pour le faire gober très très sérieusement à ses adeptes, avait imaginé, quand il ne pouvait pas répondre à toutes les questions qu'il posait à ses adeptes, à imaginer cet extraordinaire bluff, les maîtres de Zurich. Pendant que, en Cap, dans l'obscurité, des membres étaient réunis, se manifestaient des maîtres ou des signes surnaturels, des sons qu'on croyait d'origine céleste. Depuis le début des années 1970, Joe DiMambro a réussi à recruter des dizaines de membres dans sa secte. Lors de cérémonies secrètes, le gourou émerveille ses disciples en établissant une communication avec des maîtres cosmiques. Les prodiges surnaturels qui se produisaient dans des cérémonies n'étaient que des mises en scène. Notamment DiMambro qui officiait avait une épée qui était trafiquée, qui permettait avec des contacts électriques de faire éliminer l'épée. Mais ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'il croyait par même pas lui-même. C'était vraiment un pur grifter parce qu'il croyait même pas ce qu'il disait lui-même. Il savait qu'il disait de la bullshit. À ce moment-là. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, Peut-être, ouais, c'est vrai. Mais tu sais, souvent, je doute pas qu'il y a beaucoup de gourous qui croient réellement ce qu'ils disent. Mais là, quand t'es rendu à faire ça, c'est parce que... de dire, voilà, ce que je vous demande, ça n'est pas vraiment moi qui vous le demande. Ce que je vous demande, c'est la hiérarchie spirituelle. Donc, ça c'est important, la hiérarchie d'exercer un contrôle. C'est spirituel, il faut que tu respectes la hiérarchie spirituelle. Il faut que tu remettes en question la hiérarchie spirituelle. Si tu remets en question la hiérarchie spirituelle, c'est à cette époque que Joe DiMambro fera la connaissance de Luc Jouret, un jeune médecin suisse recyclé dans les médecines douces. Moi, une fois, j'ai pas respecté la hiérarchie spirituelle, puis elle m'a dompé. Tabarnak. Bisous, Elodie. Ah non, c'est pas elle qui m'a dompé. Elodie, ça va, tout va bien avec Elodie. Puis elle est encore en train d'écouter parce qu'elle aime ça, les affaires de secte. Bisous, Elodie, encore une fois. Tout le monde, on dit bisous, Elodie. Un homme au profil séduisant, charmeur. Et Joe DiMambro va tout de suite se rendre compte de l'avantage qu'il va pouvoir en tirer. Lui-même restera à l'arrière-plan pour le cercle intérieur des disciples, mais sur la scène publique, sur le devant de la scène, il va propulser Luc Jouret. Voilà. Jouret, beau garçon, beau parleur, très bon conférencier, va être la vitrine de la secte. Jouret, c'est un peu dans la francophonie, le maître de la sauce. C'est comme le maître initial de la sauce. Un peu, dans la francophonie, c'est lui qui a internationalisé ça. L'OTS vient s'implanter en Amérique. L'ordre y aménage un sanctuaire où se tiennent des cérémonies secrètes. Des adeptes européens et antillais viennent y séjourner à l'invitation de Jouret et de DiMambro, lesquels décrivent cette maison comme une arche de survie à l'abri des catastrophes qui guettent le monde. Si le discours de l'OTS est celui d'un groupe Bernard de Montréal, où c'est se plus mêlent des années fin 80 et nouvel âge, là, on est à 85-86. il s'agit essentiellement Luc d'une entreprise Jouret commerciale.
Et Bernard de franchement Montréal lucrative. dans pas mal toutes les On plans. sait que plusieurs membres importants de l'OTS, par Notamment exemple, sont en entrés dans la dangerosité. secte via des cours de yoga, tout bêtement. Et du yoga, vous On allez pourrait au dire cours en de yoga, résultat. donc évidemment vous payez un petit émolument pour participer à ces cours. Et ensuite, la personne qui dispense ces enseignements vous dit, mais vous pourriez avoir accès à quelque chose d'autre, quelque chose de secret. Les cotisations n'étaient qu'une partie du financement du mouvement. Il y avait des adeptes plus fortunés qui se sont montrés très généreux. Au milieu des années 1980, l'OTS possède de vastes domaines en France, en Suisse, au Canada et même en Australie. Le groupe atteint probablement son apogée à la fin des années C'est 80. brutal. Et à ce moment-là, l'ordre comptait un peu moins de 500 membres. Je suis content parce qu'on voulait Mais justement, dans il y les a des années gens qui m'ont envoyé 90, à la suite des de affaires crises sur l'ordre du internes, temple à la solaire. suite On de voulait différents passer un problèmes, temps, ça à la va suite nous notamment amener des problèmes que tranquillement. rencontre Luc Jouret. Peut-être écouter les au deux Québec, documentaires qui me les restent cornes sur sont ça. l'image publique. Ça va peut-être être Le redondant, groupe mais on va est avoir bouquet clairement de dossiers. en perte de vitesse. Très intéressant. Lui, par contre, c'est le fun. l'origine J'aime de tout un j'aime petit tout à peu, ça quand qui c'est est chronologique. l'arrestation de Luc Jouret puis deux autres adeptes Puis on a tout- au Québec. Comme le journaliste affaire de- avec les petites lunettes. Dans tentative tous les de- documentaires sur d'obtention l'ordre du d'armes à temple feu solaire, par il est Luc là. Jouret. Ah, C'est genre Un coup d'arrêt le à- gars qui parle de l'ordre du temple à solaire. l'implantation de l'OTS, Ça notamment semble un l'implantation excellent de journaliste. Jouret au Québec. Je pense qu'il s'en veut d'avoir manqué à Comet. En Europe. Et, Non, les autres, c'est pas à Dimambro Comet, c'est voit dans Gate, cette- dans Ouais, cette ouais, c'est affaire, Evans Gate. Evans Ça Gate, aussi, voilà. ce sera un Comment autre ces bon gens- sujet parce que eux autres En c'était Suisse, la Joseph sauce Dimambro très voit de plus en concentrée. plus son autorité remise en question. Calice. Plus Te encore mettant en que team la avec vitesse, quelqu'un d'autant c'est une sexueux avec toi, puis il contestation fallait que tu Ouais, parles puis les gars, d'extraterrestres. les gars s'étaient au fait sein du castrer. groupe, Ouais. Jody c'était- Mambro, c'était- qui met en cause l'authenticité de Ouais, ses mais propos, de Pink, sa démarche. Serge et Monat, sa c'était personne. drôle au moins. Ouais, il Le était gourou exubérant. tombe progressivement Ah, mais je dans pense la paranoïa. qu'overall, Bernard de Montréal, il est Il plus drôle. divague, évoque l'étoile de Sirius, Bernard, les mondes invisibles et les énergies cosmiques. Voilà, l'étoile Sirius, Alors, les mondes Sirius, c'est invisibles une et des les autres énergies vastes cosmiques. escroqueries de l'ordre du Temple solaire, évidemment pour convaincre des dizaines d'adeptes et de fidèles qu'il fallait transiter, donc il fallait Mais quitter non, c'est le ça. monde Eux, des c'est vivants Sirius. pour un monde meilleur, Mais là, plus lointain, là-bas, dans People les Sample, étoiles, c'était il la, avait fallu inventer la quelque comète chose. de Halley. C'est-à-dire Ok. que là, on va Il s'envoler. fallait vers rejoindre parce que c'était comme un vaisseau Et pour spatial. s'envoler vers Sirius, il faut se Ah débarrasser non, mais de son c'était corps la physique qui est trop lourd. Evans Gate? Non, non, c'est Et pas là, il aller. faut, C'était... Ben, il y avait une comète qui Oui, il y avait passait, une qui comète. provoquait. Il y avait une comète. C'est peut-être pas Halley, espérant peut-être que je me que trompe. son âme mais, va ouais. s'élever, va voyager jusqu'à l'étoile Sirius. Seuls les adeptes fidèles auront la chance de faire ce voyage interstellaire. Ouais. Par ailleurs, soit assez on peu. réserve une surprise aux adeptes moins engagés dans la secte. Jody Mambro C'est toi qui fais la non vaisselle. seulement est animé d'un esprit de vengeance, mais aussi qu'il veut laisser derrière lui une légende. Il veut laisser derrière Comme lui Poutine. la légende d'un groupe de nobles chevaliers, une légende Ah, qui on va peut-être retourne même encore inspirer dans Point le chevalier. sujet. par Ben oui, la suite. chevalier, point Et c'est chevalier. dans ce but Salut à qu'il mes faut la étudiants, fois s'il y en a qui supprimer écoutent. des témoins gênants qui pourraient écorner cette Ah ouais, fait légende. que ordre mais du qu'il faut temple également solaire, tout c'est vraiment détruire. Ce qui fait que chevalierisation. le transit vers Sirius a été une façon assez pratique Avec pour des lui étoiles, de des mettre fin à épées tout qui ça. font Ouais. de la lumière. Mais les Templiers se torchaient un Pour peu de sérieux. Dimambro, les Non. membres qui ont choisi de Ouais, tourner non, le dos ouais, à l'ordre ouais. ne sont rien d'autre que des traîtres. Ce sera le cas de Suzanne Robinson et Antonio Dutoit. C'est l'épée traître. Ah non, ils les ont tués. Ça va Antonio tuer. Dutoit, qui était un vieil adepte du Temple solaire, mais qui s'était révolté contre le Temple solaire, qui ne voulait plus du tout participer à cette mascarade, il se rendait compte que tous les trucs... Hey, Maxime, il est tous les parti, trucs on de va farce pouvoir et en attrape parler. qu'avait Il est utilisé cool, hein, Jody c'est Mambro, vraiment le il se rendait fun. compte qu'il avait été victime d'une vaste foutaise, d'une vaste Oui, tiré escroquerie, en privé, d'un qu'il écran de revienne. fumée. Suivez-le Donc, il a sur pris ses Twitter. distances complètes vis-à-vis de la secte, évidemment ça, Jody Mambro ne l'a pas toléré. Un Et historien au moment où tout le sociologue. monde, toute la secte Et on est décide souvent de partir d'accord. vers un monde meilleur. J'aime On dit ça ok, quand on va on partir, se mais on va d'accord. aussi tuer les traîtres. Anthony Dutoit, c'était le type qui s'occupait des trucages des cérémonies rituelles. Donc évidemment, si Anthony Dutoit prenait une distance et se mettait à parler de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait fait, Et au sein de l'OTS, tabarnak, ben oui, ça aurait c'est ton pu gars des avoir, effets spéciaux. un rôle, ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour Dimambro, pour l'image de son organisation. Niki Dutoit, donc la femme de Tony Dutoit, elle avait été la gouvernante d'Emmanuel, Emmanuel au féminin, qui était la fille de Dimambro, et qui était présentée comme le Messie, le nouveau Messie. Elle a tellement aimé cet enfant-là que lorsque son fils est né, elle a voulu l'appeler Emmanuel. Et Jody Mambro lui a interdit
de l'appeler Emmanuel, étant donné qu'il y en avait juste une, puis c'était Emmanuel Di Mambro, il ne pouvait pas donner ce nom-là à personne d'autre. Mais elle, ça a été plus fort qu'elle, elle l'a appelé Christopher Emmanuel. Les Dutoit ont rien de trouvé mieux que de donner comme prénom à leur fils le même prénom que le Messie Di Mambro. Donc Di Mambro a pris ça très mal, parce que les adeptes prenaient une distance par rapport à l'organisation, et il a décrété que Christopher Emmanuel était l'antéchrist, et qu'il fallait l'éliminer. C'est un gros début de Si vie Joe quand t'es déjà envisage un l'antéchrist. transit vers Sirius, il est hors de question pour lui de partir en laissant la Terre aux mains de cet antéchrist. What En the conséquence, l'enfant des Dutoit doit Le mourir. bébé Donc, doit mourir. quelques Tu jours me avant le calisses! transit du Fais la 94, vidange dans l'oreille! de Que quatre c'est, personnes je viens sont d'entendre! rendus à Morin Heights pour tendre un piège à la famille Dutoit et pour les massacrer. Pour cette besogne, on a utilisé 2 adeptes purs et durs, les époux Genoux, qui Ben, sont des Suisses minimum qui iront pur et pour les dur, chalets de tu sais. Morin Heights pour préparer Dans la liberté de la maison l'amour. à l'assassinat de ces 3 personnes, et viendront en renfort depuis la Suisse Joël Egger, un Suisse qui sera le tireur de chéri, accompagné d'une femme qui était la maîtresse de Joe Di Mambro, qui s'appelait Dominique Bellaton. Avec son Dominique pénis. Bellaton, par parenthèse, qui était la maman du fameux enfant cosmique, cette fameuse escroquerie, nouvelle escroquerie, inventée par Joe Di Mambro. Ah, il n'avait du fun dans les années Dominique 80. invite donc les Dutoit au chalet de Morin Heights. À Morin Venez Heights. dîner à la maison, propose-t-elle, et amenez le petit Christophe Emmanuel. Les Dutoit acceptent cette proposition amicale et conviennent d'être là vers 17h, Dans les rengaines. sans s'imaginer le moins du monde qu'en acceptant cette invitation, ils viennent de sceller leur destin. Ben, c'est sûr. C'est sûr qu'ils savaient pas. Voyons Le donc, c'est 24 bien trop septembre, dans un débile. hôtel d'Avignon, en France, l'OTS tient une réunion extraordinaire. Fait que le premier ennemi Exceptionnellement, mortel cette à rencontre sera assassiner présidée par nul autre de que le célèbre l'OTS, ça a chef été un d'orchestre, bébé. Michel Tabachnik, un membre de l'ordre et un proche de Tu sais, Di mettons, Mambro. t'es dans un Alors, jeu de Michel combat, Tabachnik, là, c'est le comme grand Mortal mystère du Kombat, Temple là. solaire. On C'est un commence chef par un level d'orchestre, 1. Ouais. C'est C'est pas un ça. ennemi qui a beaucoup de connu dans le HP. monde de la musique contemporaine. Un slime en Suisse et tournant autour France. du village. Là, c'est un pépé à Morin personnage très Heights. talentueux, très beau parleur. Ça ferait un bon jeu. féru Proposer ça à ta d'ésotérisme. compagnie. Un vrai connaisseur Chose. authentique d'ésotérisme, Outer passionné mind. par ces choses-là, qui est happé par Joe Di Mambro, qui donne des conférences, qui commence à occuper une fonction élevée dans la secte. Pour beaucoup de gens, le rôle de premier plan de Michel Tabachnik, son rôle dans des rituels, soulevait des questions. Moi, mon objectif de carrière, c'est de Di remplacer. Mambro savait que Ça Tabachnik d'être le aimait gars beaucoup qui écrit à créer historien un des ordre religions, puis qui est là, puis qui rose-croix, va être au cool de sein de documentaire. C'est mon Ça objectif faisait, de carrière. plusieurs années Fait que qui- si vous qui en connaissez parlaient. du Il monde, avait écrit un appelez-moi. document en 91 qui expliquait vraiment sa stratégie là-dessus, tout ce qu'il voulait faire par rapport à un ordre Rose-Croix. Et Tabachnik, Di Mambro, s'est dit que Tabachnik pourrait pas résister si on lui offrait de prendre la direction de l'ordre Rose-Croix au sein de l'OTS. Cette cérémonie marque le début du compte à rebours du transit vers Sirius. Au même moment, les C'est Dutoit facile de arrivent à Morin grinder Heights. avec des bébés à Texas. Jerry Genoux entraîne Antonio au sous-sol du chalet, où Joël Egger, en embuscade, lui assène un C'est violent plus coup de lawful bâton. evil, je pense. Les Ils ont Dutoit leur loi, eux ont autres, là. été assassinés, ainsi que leur enfant. Mais ça, c'est un sujet âgé qui a beaucoup de discussions. Il y a quelques beaucoup mois, de gens qui ont souvent parlé qui a de été non suicide seulement collectif assassiné, de l'ordre mais du Temple solaire, sauvagement alors qu'ils sont assassiné. dans la majeure partie des cas. Il y a eu avec, quelques un suicides, pieu mais la qui majeure avait partie des cas, c'est traversé des le corps à de assassinats. nombreuses Ouais, des balles reprises. dans le dos. Et Ouais. les parents avaient Ben là, ils ont été tué le poignardés bébé, viens-tu voir ça? également à plusieurs reprises. J'avoue que j'ai pas vu. Ces gens ont été purement et simplement assassinés. Le massacre complété, Dominique Bellaton et Joël Egger retournent à l'aéroport Complété, de donc Mirabel, j'imagine qu'ils ont tué le où ils bébé. s'embarqueront sur le vol 139 de la Swissair à destination de Zurich. Il est 22h. Faut quand même que tu sois convaincu Joël en Egger soi pour tuer un a quitté bébé. les lieux avec Dominique Bellaton, L'autre, ils ont il pris avait son l'avion épée, il pour faisait de la retourner lumière. en Europe. Et le rôle de Jerry et de Colette était de tout nettoyer l'appartement. Et par la suite, ils Assassiné par devaient une Colette. installer des systèmes de mise à feu pour se suicider en même temps que tous les autres qui étaient en Europe. Joe Di Mambro leur avait donné des directives précises. Le transit vers Sirius devait se faire le 4 octobre
et le feu allait être le vecteur permettant au voyage de se réaliser. Colette et Jerry mettent alors en place leur mécanisme incendiaire et règlent la minuterie. Les 2 personnes qui se sont suicidées, c'est Colette et Jerry Génie. Et dans ce cas-là, il avait pris des médications parce qu'on a trouvé des valises de médicaments sur les lieux, dont plusieurs qu'on ne connaissait pas qui venaient de l'Europe. Ils s'enfermeront ensuite dans une chambre du pavillon portant le numéro civique 199A pour se laisser emporter vers la mort. Pendant ce temps-là, en Suisse... je l'avais jamais vu, ça. Vous n'avez pas beaucoup de sourire, vous dites du temps derrière. Les adeptes les plus près s'attendaient à se retrouver avec les grands prêtres sur Sirius un jour. Mais il y en avait beaucoup qui n'étaient pas attirés par ça, ou c'était pas ça. C'était juste la façon de vivre qui les attirait dans l'ordre du temple solaire. Le 4 octobre, on aperçoit Luc Jouret en train d'acheter des sacs poubelles. Pendant ce temps, Di Mambro remet à un membre de l'OTS, Patrick Vuarnet, plusieurs paquets de lettres à poster. Jody Mambro va confier à un des adeptes, Patrick Vuarnet, va lui confier un paquet de 300 lettres. Et il lui dit de les envoyer donc à leur destinataire après l'événement qui va être le transit de 94. Ces 300 lettres, elles sont adressées à différentes personnalités, des politiciens français, étrangers, des adeptes de l'OTS, anciens ou actuels. J'ai aussi reçu un de ces messages, et ces messages, c'était 4 manifestes qui expliquaient la démarche du groupe, mais d'une façon, disons, légendaire. Hey, ça doit quand même être tough à recevoir sur le moral, une secte qui t'envoie un texte pour dire pourquoi ils se sont suicidés. À des persécutions. Enfin, pas sûr que tu passes une bonne journée maintenant. Qu'on peut un peu qualifié de manifeste post-mortem. Tandis que les pompiers canadiens luttent contre les flammes qui ravagent un chalet de Morin Heights, à des milliers de kilomètres de là, dans les cantons de Fribourg et de Valais en Suisse, 2 chalets de l'ordre du Temple solaire, celui de Chéry et celui de Granges-sur-Salvant, s'enflamment simultanément. Des mécanismes incendiaires seront découverts autant en Suisse que dans les ruines fumantes de la rue Belle-Île, dans les Laurentides au Québec. Dans les décombres de ces 2 chalets, les autorités suisses retrouveront respectivement 23 et 25 cadavres. La fumée s'échappe de la ferme de Chéry. Personnes sont en train de faire la fête dans un petit restaurant du village en contrebas. On aperçoit des flammes. Alors, je vous présente où il y a eu le fameux sinistre de Temple solaire. C'est juste à ma direction de ma main, là. Il y a un arbre là, un peu blanc, là. Ben, la ferme était juste ici. Les pompiers montent aussitôt à Chéry. On croit que les braves pompiers du village pensent qu'ils vont simplement éteindre un incendie d'une ferme. Comme tout sapeur-pompier dans un petit village, on part pour un sinistre. Après, il y a le corps de sapeur-pompier qui est arrivé d'Estavayer, son renfort. Eux, ils ont pu rentrer dans l'appartement. Quand le feu a été maîtrisé, les sapeurs-pompiers ont trouvé le corps de l'homme d'affaires Albert-Jacques Binot. Albert Jacobino? Lui, j'avais déjà peut-être 2 jours qu'il était tué, lui, parce qu'il était joliment âgé. Les policiers ont été donc convoqués là. Il n'a pas été cuit lentement pour rester un cadavre étendu sur un lit. Et on veut de la viande tendre. On voit qu'il y a les effets personnels d'un certain nombre de gens, mais il n'y a pas trace du tout de ces personnes dans une salle à côté de la maison. Et donc, les policiers intrigués commencent à fouiller la salle jusqu'à un moment où l'un se rend compte qu'il y a une paroi qui s'ouvre. Et ensuite, ils découvrent qu'il y a un sous-sol. Ils pensent que c'est une grange ou une annexe. Et en fait, c'est une chapelle. Et là, ils retrouvent les 23 corps disposés, on croit. Wow. Tous des sacs poubelles sur la tête. On enlève les sacs poubelles à la sécurité légale. Et on constate que toutes ces personnes ont été tuées par balle. Ils ont été tous descendus. On a tous trouvé un sac de poubelle sur la tête et tout, puis les trous dans le crâne. T'es un petit pompier de village. Tu penses que tu vas Chéry, c'est vraiment là qu'on tue les traîtres. Même 3 cadavres. D'ailleurs, beaucoup de Québécois dans une chapelle secrète. Robert Falardeau. Et on les retrouve criblés de balles. Certains ont 5 ou 6 balles dans la tête ou dans le thorax. Probablement un certain nombre, voire la majorité,
étaient-elles venues dans l'idée qu'elles allaient quitter cette terre? Mais ces personnes ne pensaient certainement pas que quitter cette terre supposerait être drogué et recevoir des balles dans le crâne. Bon, je pense que ils étaient joliment tous drogués au départ. Puis il y en a un que... Moi, j'ai toujours dit qu'ils étaient... Ils sont fait descendre. Non, ouais, c'est un assassinat, c'est pas... Voilà. Ben, c'est 26. Ce qui est le plus frustrant, c'est qu'il y ait des victimes innocentes qui aient été amenées avec eux autres dans leur folie. C'est ça qui est le pire. Puis je te dirais qu'encore pire, c'est les enfants. Parce que les enfants, ça n'a pas de défense. Dans la philosophie de l'ETS, quand vous partez en voyage, vous prenez vos enfants, non? Le 5 octobre 1994, un incendie éclate dans une ferme à Chéry, dans le canton de Fribourg, en Suisse. Dans les décombres, on retrouvera 23 corps, tous membres de l'OTS. Environ 4 heures plus tard, 3 chalets prennent feu dans un village à 85 km de là. 25 nouvelles victimes sont trouvées dans les décombres. Alors Salvan, c'est les purs et durs, le dernier carré fidèle autour de Jody Mambro et de Luc Jouret, qui partent consciemment vers la mort, volontairement vers la mort. En tout cas, aucun d'entre eux, par exemple, n'avait des poignets attachés par une cordelette, comme c'était le cas de certaines des victimes de Chéry. Et donc, vraiment, à Salvan, on retrouve Jody Mambro, à Salvan, on retrouve Luc Jouret. Au final, le transit vers Sirius aura fait 53 victimes. Tabachnik raconte, et on peut le croire, que Jody Mambro l'a convoqué à Salvan. Il ne se rend pas à Salvan. On peut imaginer que Tabachnik aurait pu être le 54e. C'est sous cette appellation, le 54e, qu'il sera dorénavant désigné par les membres survivants de la secte. Car des survivants, il y en aura, et ils feront bientôt parler d'eux. Voyons, sacrément. Tandis qu'en Suisse, l'enquête de la police helvétique progresse à petits pas, l'inspecteur Jacques Saint-Pierre de la Sûreté du Québec s'applique de son côté à décoder la scène de crime de Morin Heights. Il a fallu que je rencontre une personne qui était membre de l'Ordre du Temple solaire et pendant 2 mois, tous les soirs pratiquement, on était ensemble pour me faire expliquer, pour me faire comprendre comment vivaient ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et par la suite, j'ai été capable de faire une analyse de la scène pour comprendre ce qui s'était produit. Pour la justice québécoise, le dossier OTS est clos. Mais en Suisse, au lendemain des drames de Granges-sur-Salvan et de Chéry, l'enquête est confiée au juge d'instruction André Pillet. Le juge Pillet, quand il est arrivé au dossier, ça n'a pas traîné, qu'il a tout fait détruire la scène au complet. À un moment, il disait, on garde la ferme, on l'a détruit, on voulait faire un monument, et tout, puis il a décidé, non, c'est tout, terminé, bouclé, parce qu'il ne voulait pas avoir un pèlerinage, là. C'est quand même, il y en a quand même côté étonné, quoi, mais bon. Ils ont par le fait moi, je suis un peu déçu, c'est que nous, en Suisse, on a un peu bloqué la chose. L'enquête du juge Pillet se termine par ouais, cette mais c'est une décision que ils vont peut-être en parler, mais c'est une décision que beaucoup été critiquée après parce qu'ils détruisaient une scène de crime qui restait encore des trucs à étant donné le élucider. secret dont s'entourent les membres de telles sectes. Il faut se mettre dans la position des familles et ils vont voir leurs proches en disant mais l'OTS, mais t'en étais membre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à ça que tu te consacrais, c'est à cette tuerie, c'est à ce massacre. Et les gens répondaient mais non, pas du tout. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais à l'époque, ils nous ont dit non, on n'a pas l'idée de le faire et tout ça. C'est juste des raconteurs, des babards. On ne procédera pas à ça. C'est le Deep State. Ils ont juste essayé 2 fois. Le jeudi 21 décembre 1995, la télévision suisse romande annonce qu'uniquement au cours de la semaine précédente, 16 membres de l'Ordre du Temple solaire seraient disparus. 14 mois après Chéry et Salvan, il y a un deuxième massacre, le massacre du Vercors, près de Grenoble, où on retrouve 16 adeptes, là encore dans une clairière, les corps dispersés en étoiles. Ah là, sérieux, c'était... Parmi lesquels Patrick Vuarnet et sa maman. Les personnes qui vont mourir dans le Vercors, les adultes en tout cas, puisqu'il y a également, hélas, comme à Chéry et à Salvan, des enfants qui sont morts, mais ces gens-là commencent à se retrouver. Fort de la lecture des fameux testaments, il y a une phrase dans le testament qui dit « De là où nous serons toujours prêts à accueillir ceux qui veulent bien nous rejoindre ». Enfin, il y a une phrase de ce goût-là. Et évidemment, Christiane Bonnet, Amy Anderson, les Vuarnet
lisent ça, ils voient ça comme un appel et organisent le transit du Vercors en décembre 95. Oh, man! Près des 16 corps, les policiers retrouvent des tranquillisants qui ont sans doute servi à adoucir leur transit vers Sirius et à mater toute révolte. Tous les cadavres disposés en étoile ont la tête recouverte d'un sac poubelle. Ainsi, les victimes n'ont pas vu arriver leur mort, ni l'arme qui les a transpercés d'une balle de calibre 22. On a de nouveau le mélange de suicide et d'assassinat, en tout cas techniquement, de nouveau. Les gens qui reçoivent une balle dans le crâne et qui ne se sont pas tirés eux-mêmes, techniquement, ils ont été assassinés, même je suis d'accord avec cette phrase. Tu peux même enlever le techniquement. Pourquoi? Au lendemain du drame du Vercors, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Après les drames de Granges-sur-Salvan, de Chéry et de Morin Heights, les autorités croyaient que l'affaire de l'OTS était close. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui a animé les sacrifiés de Saint-Pierre-de-Chérennes pour qu'ils commettent l'irréparable? C'est la catastrophe. Chargé de faire toute la lumière sur les événements du Vercors, le ministère français de la Justice résumera sa recherche d'un coupable à un seul nom. Le célèbre chef d'orchestre suisse. Oui, ce sont Michel tous collectivement réincarnés dans Jean-Jacques. Contrairement à ce que pensait Di Mambro au Parlement, il pensait que ça allait retomber sur Tabachnik assez rapidement. Jean-Jacques dès le était premier déjà massacre en 94, en fait, non. Le problème pour Michel Tabachnik a été le deuxième transit, celui du Vercors en décembre 1995. Parce que là, déjà le fait qu'un deuxième transit se produise, c'était un choc pour tout le monde, mais encore, beaucoup de gens, et notamment de journalistes, se sont posé la question de savoir, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui continue dans l'ombre à tout manipuler? Et effectivement, en 95, après le deuxième transit, il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun responsable de l'OTS, c'est le seul. Di Mambro est mort, Jouret est mort, qui c'est qui reste? Tabachnik. C'est au lendemain des événements du Vercors que Tabachnik ne sera jamais enquêté par la justice et cité à procès. Il est encore vivant? Pour des familles je ne sais pas s'il est encore vivant, mais il sera jamais perdu leur vie. Puis il ne sera jamais inquiété. Dans une affaire ils vont sans doute en parler, mais je pense qu'il n'aura jamais été possible de prouver formellement qu'il renaît la game. Il y a quelque chose de presque cathartique dans l'idée de trouver un coupable qu'on mènerait devant un tribunal. Il est quand même établi qu'il y a eu 2 conférences à Avignon quelques jours avant les massacres d'octobre 94, où Tabachnik a parlé de transit, a donné des phrases qui laissaient penser aux quelques personnes survivantes qui ont pu témoigner que Michel Tabachnik annonçait le transit, annonçait le massacre à venir. Tabachnik a été jugé 2 fois pour ces faits. En 2001 et en il appel appelle ça en le 2006. transit, mais c'est un massacre. Il était innocenté. On nous dit c'est un assassinat collectif. Innocenté 2 fois. Et Landry dit que Tabachnik semble toujours vivant. Ils ont du mal à s'imaginer que les gens puissent être aussi malades pour en arriver à de telles extrémités. Donc d'abord, octobre 94, Chéry, Salvan, Morin Heights. Décembre 95, vous avez le Vercors, les oubliés suisses et français. Un an plus tard et plus, c'est pas 3 mois après. Avec Di Mambro et les maîtres. En 1997, on a une 3e affaire, celle-ci au Québec, et l'affaire de Saint-Casimir. Le petit noyau québécois qu'il reste, qui, comme les gens du Vercors, sont très frustrés, sont très déçus, perdent leur repère et décident à leur tour de transiter vers l'étoile Sirius. En même temps, ta gang se suicide, t'ont pas invité, tu prends mal. 5h30, 6h de l'après-midi, nous avons eu un appel en ce qui concerne un incendie au 70 rue Notre-Dame à Saint-Casimir. Il y a un voisin qui est venu m'avertir que... Bon, j'aurais peut-être pas pris lui comme intervenant. Ces gens-là. N'importe qui était là. C'est là veut parler. On va se dépêcher à vouloir aller vérifier pour voir s'il y a du monde à l'intérieur, tout ça, pour les sortir à temps. Tout ça. Une fois à l'intérieur, les sapeurs y découvrent les corps de 5 adultes. C'est vrai que Tabachnik, ça sort... Il y avait beaucoup de fumée. Tabachnik. On voyait absolument rien. En m'en allant vers le salon, c'était la grand-mère qui était là. J'ai accroché ses jambes, puis là, je suis tombé vers elle, mais moi, je ne savais pas. À un moment donné, la fumée s'est tassée un peu, là. Je l'ai vu avec le sac de plastique, comme dans un film d'horreur, on pourrait dire. Là. Oh, man! Je me suis levé, ça n'a pas été long. Un autre que c'est une mauvaise journée. C'est creep en esti. On a réussi à se rendre en haut, puis là, c'est là qu'on a vu qu'il y en avait 4
Il y en avait 4 dans la chambre. Entre autres, vous aviez Didier Couez, qui était dans ça, Bruno Klaus, qui était parmi les gens qui étaient attristés de ne pas avoir été appelés par Jody Mambro pour faire partie du transit. L'une des victimes de Saint-Casimir, Bruno Klaus, avait été interrogée par la police, avait dit « mais je n'exclus pas un jour que je ferai la même chose ». Que faites-vous? C'est un homme qui n'a commis aucun crime, qui se contente d'affirmer la conviction que l'ordre du Temple solaire était dans la bonne voie, que ce qui a été fait était juste. Il ne menace personne. Les policiers surveillaient les membres de l'OTS. C'est pas égal pas d'enfants, de manière. On nous a dit qu'on ne pouvait pas les surveiller 24 heures par jour. C'est impossible de réussir à les empêcher de se suicider. Mais on leur a demandé de ne pas amener les enfants avec eux. Ils prévoyaient ça, autrement dit, les policiers. Ouais, au moins à Saint-Casimir, ils vont épargner c'était pour les arriver enfants. à un moment donné. Ouais. Ils ont dit, s'il vous plaît, si vous prévoyez vous suicider, Le 22 mars amenez pas les enfants avec vous 1997, autres. Hey, 5 membres de l'OTS sont retrouvés morts dans un incendie à Saint-Casimir, au Québec. Bien que la police ait tenté de prévenir ce drame, les adeptes en avaient décidé autrement. C'était des gens qui y croyaient vraiment, puis eux autres, le transit, c'était quelque chose qu'ils croyaient puis qu'ils voulaient. On a essayé de les convaincre de ne pas procéder, que c'était pas vrai. Puis, malgré tout ça, il restait un petit doute. Malgré nos demandes, ils avaient décidé de se suicider avec les enfants également. Ils ont essayé le jeudi soir. Ils avaient intoxiqué les enfants avec du jus. Quand ils ont voulu faire partir leur système de mise à feu, ça n'a pas fonctionné. Les enfants avaient été drogués, se sont réveillés. La fille, la plus jeune, elle s'est levée à 4 heures du matin, puis là, elle se sentait pas bien, puis ça sentait le propane à la grandeur de la maison, tout ça. Elle a descendu en bas, là, elle a vu le système qu'il y avait, mais qui n'a pas fonctionné. Fait que là, elle a fermé les bouteilles de propane, puis elle est allée se recoucher. Fait que là, le lendemain, quand ils sont levés, là, ils ont eu une discussion avec les enfants. Et là, les enfants ont fait part à leurs parents qui ne voulaient pas mourir. Fait que là, ils leur avaient promis qu'ils laisseraient libres, autrement dit. Les enfants ont essayé de les convaincre de ne pas récidiver. Peine perdue. Le vendredi soir, le système n'a pas fonctionné encore. Les enfants auraient dû être emmenés avec leurs parents. Fait que là, encore le propane dans la maison, tout ça. Fait que les enfants, quand ils sont levés le lendemain... On dit à leurs parents, non, nous, on veut pas y aller. Et les parents ont accepté. Ils sont venus à bout là, avec discussion, tout ça, de convaincre les parents de les laisser dans l'atelier. Là, quand ils ont allumé le samedi, ça a eu lieu, le système ne marchait pas encore. C'est les enfants qui sont allés faire partir le système. Ils sont retournés se mettre à l'abri dans l'atelier. Quelques minutes plus tard, le 70 rue T'imposes ça à tes Notre-Dame s'est enfants enflammé. de tuer. Ça a pris 3 jours avant que le système fonctionne. Puis même là, c'est les enfants qui l'ont fait marcher. Le groupe de 5 personnes qui ont trouvé la mort a pris la décision de façon totalement indépendante et autonome. Et on le sait pourquoi. Parce que les 3 enfants qui étaient présents, qui avaient été invités à se joindre également à ce transit, l'ont refusé. Si le système avait marché, il y aurait eu 8 morts. Même s'il est vrai que certaines questions restent sans réponse, il est aujourd'hui acquis que le drame de Saint-Casimir a marqué la fin de l'OTS. Ben, pas parce à que date, il là, reste mais un seul j'espère. responsable. En l'occurrence, Tapachnik. Voyons, aller à Que Sirius, c'est forcément il y a d'autres c'est lui manières. qui est responsable parce Pointe que les ton autres ont pu autobus, tuer. là, va Si, parler les avec autres un ont pu pro. tuer, ils ont même Hey. pu organiser ça de manière Deviens astronome. vraiment très, très froide et méthodique. Les gens qui prétendent que Luc Jouret ou que Jody Mambro seraient toujours vivants, vraiment, laissent libre cours à leur imagination. Je savais pas qu'il y On avait aime une bien théorie la de théorie du complot complot. On là-dessus. aime bien imaginer qu'Elvis Presley est vivant sur une île, je ne sais pas où, dans le Pacifique, avec John Kennedy. Mais pour le temple solaire, vraiment pour moi, il n'y a pas de mystère de ce type-là. C'est une histoire en fait assez simple. Donc si vous voulez, ce qui s'est passé dans les massacres de l'OTS, c'est pas impensable. Ça s'est déjà produit avant et ça s'est produit après. Nietzsche disait « Quand on a la foi, on peut se passer de la vérité. »
Hélas, 74 adeptes de l'OTS auront payé de leur vie cet excès de foi, au détriment de la vérité. Comme disait un de mes clients, Alain Vuarnet, nous avons été orphelins de la vérité. Et c'est vrai. Luc jouerait, puis Jody Mambro leur donnait quelque chose qu'ils cherchaient là, à se raccrocher pour continuer à vivre. Puis il embarquait dans ça. Comment est-ce qu'on peut finir par y croire, je sais pas. T'aimes tes rengaines. Why so serious, c'est excellent. Oh, c'est notre chum, Christian Robert Page. Méga respect. Santé à lui. À ses Gros fan. Oui, Gros fan. Aussi, c'est le récipiendaire du dernier trophée douteux qu'on a remis dans notre carrière de douteux.org. Ça nous ramène quand même en 2016, je pense. On serait dû pour un autre. Ils sont la série documentaire qu'il avait produite dans le temps où Z-Télé était pertinent. Enquête sur les extraterrestres, que ça s'appelait, ou quelque chose comme ça, où c'était vraiment une perspective critique sur toute la culture des ovnis puis tout ça. C'était vraiment excellent. J'aimerais ça retrouver même ce reportage-là. 2015 ici, donc Planète Bleue, c'est le fun de tomber là-dessus. Il y en a plusieurs. Et on poursuit, hein, on est dans le derby de 5 clips qui m'ont été proposés par notre invité Maxime Laprise. Cette longue période rustre, sale et inculte, paraît-il, les hommes pensaient que la Terre était plate. C'est pas vrai. Vraiment ? Ben non. Pourtant, dès le 5e siècle avant notre ère, des savants grecs avaient déjà montré la rotondité de la Terre. Ouais. Ératosthène, scientifique grec, sera le premier à en calculer la circonférence 2 siècles plus tard. Avec une marge d'erreur de 20% certes, mais pour les connaissances de l'époque, admirons la prouesse. Dès le 7e siècle, à l'apparition des premières mapes-mondes, ils utilisaient déjà les termes de globe ou de sphère pour la désigner. D'où vient le terme map-monde ? À l'origine, le mot mappa désignait une étoffe, une serviette, une nappe. À partir du 9e siècle, on allait passer de la désignation du support à celle du contenu. La map-monde allait être le support graphique représentant le monde. Au XIIe siècle, les croisades allaient aider à répandre la pensée des savants grecs dans tout l'Occident grâce à la traduction des textes en latin. De fait, au Moyen-Âge, la notion de sphéricité de la Terre ne faisait aucun doute. D'ailleurs, Charlemagne, pour signifier son pouvoir sur le monde, tenait un globe terrestre dans sa main et non un disque. Johannes de Sacrobosco, mathématicien et astronome, écrit à Paris en 1224 le traité de la sphère. Cet ouvrage majeur se diffusera dans toute la chrétienté. L'Église n'y trouva rien à redire. Plus tard, Christophe Colomb allait hériter de toutes ces découvertes scientifiques anciennes pour mener à bien son expédition. Il n'aura d'ailleurs pas à convaincre les théologiens de la cour d'Espagne de la rotondité de la Terre, mais simplement de la faisabilité du voyage. Isabelle Ier de Castille, dite la catholique, le financera, même si elle ne crut pas beaucoup en son succès. Quant à Galilée, dont on pense encore qu'il fut à l'origine de la découverte de la forme sphérique de la Terre, il n'a jamais été condamné par l'Église pour avoir affirmé que la Terre était ronde, mais pour avoir remis en question la théorie du géocentrisme. Galilée défendait l'héliocentrisme, affirmant que la Terre tourne autour du Soleil. Ce qui était fort juste. Condamné à la prison, le pape allégera tout de suite sa peine en résidence surveillée, puis il finira sa peine chez lui à Florence. Il n'ira donc même pas en prison et continuera à percevoir des revenus ecclésiastiques que le pape lui avait octroyés. Mais d'où vient cette simplification des faits, cette hostilité envers l'élément de notre histoire ? La réponse se trouve du côté des auteurs de la Renaissance repris par des historiens du XIXe siècle. Pour mettre en valeur une Renaissance éclaboussée par la connaissance et un XIXe siècle tellement civilisé, il fallait pour cela mépriser ce Moyen-Âge sous influence religieuse forcément néfaste. Ah, elle a bon dos la religion. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter et de partager. Je peux te dire un petit truc? Ben, il faut que tu dises par pitié. Par pitié. Avec plaisir. Ben c'est vraiment intéressant. Puis, premièrement, je voulais présenter ça parce que tu le dis souvent, l'espèce de. Le platisme, c'est comme le fond du baril complotiste. Selon moi. Quand t'es arrivé au platisme, t'es comme. Il reste plus grand chose en dessous. Je vois pas pourquoi tu créerais pas une autre. À part peut-être les reptiliens, mais. Bah, rendu là.
Ouais. Je veux dire, l'autre étape, moi, la joke que j'ai commencé à dire, c'est dans le fond, l'eau, il paraît qu'elle serait pas si humide que ça. Voilà, c'est ça. Rendu là, l'eau est pas si humide que ça. Mais pourquoi? Ben, premièrement, je te l'ai proposé à cause de ça, à cause du mythe du platisme, puis ben, ça fait un lien avec moi qui est en histoire médiévale, mais aussi parce que la plupart des trucs qu'on dit sur le Moyen-Âge aujourd'hui nous viennent de ce qu'en ont dit les gens de la Renaissance et du 19e siècle. Ah, historico-machin, comme tu parlais. Historiographie. Historiographie, on est pas mal puis, là-dedans. Tu sais, mettons que tu es au 18e siècle, puis que tu veux montrer que c'est le temps de faire la Révolution française, ben il faut que tu montres que le monde d'avant, c'était un monde de merde. Parce qu'il faut que tu craignes le monde pour faire la Révolution. C'est ça. On peut pas make Révolution great again. Ben, c'est la même chose. On parle de grande noirceur au Québec avant la Révolution tranquille. Ouais. Je dis pas que c'était super cool sous Duplessis, mais il y a quand même la décision d'appeler ça la grande noirceur. Ça dit quelque chose. Mieux tourner la page. C'est ça. Mais donc, il y a beaucoup de trucs que les clichés envoient sur le Moyen-Âge aujourd'hui qui vient de cette période-là, qui était une période donc des Lumières jusqu'au 19e siècle dans une perspective de rejet du Moyen-Âge. Puis la plupart des mythes qu'on démonte en histoire médiévale viennent de cette période-là, comme la question de la Terre plate. En fait, les réelles personnes qui se sont mis à penser que la Terre était plate sont apparues au 19e siècle. À la fin du 19e siècle, il y a eu de Flat Earth Society qui a apparu en Angleterre. Je pensais que ça venait de l'Ohio, genre peut-être. Un des États réclus des States. Là, okay. Ils voulaient recommencer, ils s'appelaient les zététiciens. Eux autres. Oui, c'est ça. Ils voulaient recommencer la réflexion. On veut réfléchir et la seule manière de construire le monde de la manière la plus factuelle possible, c'est d'avoir une source factuelle. Et la seule source qu'on sait factuelle, c'est la Bible. Paradoxalement, la Bible ne dit rien là-dessus. C'est pour ça que ça posait pas de problème au Moyen-Âge, c'est que il n'y a pas de mention de la forme de la Terre dans la Bible. Effectivement. Et dans la théologie chrétienne, la sphère, c'est plutôt un symbole de perfection. Fait qu'on aimait même plutôt l'idée que la Terre était une sphère parce que c'était plus harmonieux. On se disait que Dieu, s'il avait fait la Terre, il aurait probablement fait une sphère plutôt que quelque chose de plat. Ben oui. Puis, même les Grecs, qui étaient comme la grosse religion avec le catholicisme embarque, probablement aussi la religion des Romains, mais ils en doivent beaucoup aux Grecs, parlaient des mondes comme étant des sphères. Ils appelaient ça des sphères. Donc, depuis que le monde, depuis que la science existe, la philosophie, depuis que les penseurs, l'écriture, il n'y a jamais eu de doute que la Terre était sphérique. De toute façon, quiconque a déjà navigué sur l'eau sait que la Terre est ronde parce qu'il voit les mâts se présenter en premier à l'horizon. Exactement. Et on se ramène aussi avec... là, il y a le mythe de Christophe Colomb. Il y a eu des peuplades qui pensaient que la Terre était plate. Il y en a eu. Ça se peut qu'il y avait du monde qui pensait ça. C'est ça. Les marins de Christophe Colomb et tout, le défi, c'était eux autres, c'est qu'ils pensaient qu'il fallait traverser l'Atlantique plus le Pacifique. Ils ne savaient pas qu'en plus, il y avait comme le continent là. Ils ne pensaient pas qu'il y avait un break comme en chemin. Ils pensaient qu'il y avait un hostie de gros loop à faire avant de rencontrer du monde puis de la Terre. Puis ça a été ça, la surprise. Ouais. C'était pas qu'il était pas tombé en bas de... Et oui, Colomb serait jamais parti s'il n'avait pas pensé que la Terre était ronde. Puis probablement qu'il n'aurait jamais eu le budget non plus. C'est ça. Comme l'autre qui est... En tout cas, il y avait moins de sociofinancement dans ce temps-là, probablement, pour combattre les dictatures. Mais on peut revenir aussi un petit peu sur le documentaire de l'Ordre du Temple solaire. Ouais. Ben non, excuse-moi pas, ça n'a pas rapport. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une espèce de fibre religieuse weird là-dedans. Là, mettant de côté le concept que le leader, ça paraît que c'est un grifter, il y a eu un message qui a résonné. Ces personnes-là étaient dans un ordre. Là. Il y a des gens qui c'était leur fin de semaine, c'était leur gang, c'était leur club. Là. C'était comme un club des chevaliers de colon sur le crack, genre. Ben, excusez, je vais faire encore mon intellectuel. Arrête de t'excuser. Tout le monde aime ça quand tu parles. OK. Tu sais, il y a beaucoup de recherches qui se font en ce moment sur la religiosité au Québec. Puis le Québec a vraiment un rapport bizarre avec la religion. Tu sais, aussitôt que quelqu'un évoque la religion, ça arrive souvent que j'écoute tes streams, puis aussitôt que quelqu'un évoque la religion, il y a toute une couple de monde dans le chat qui dit « Ah, fuck la religion, fuck la religion. » moi, je travaille sur le christianisme, donc
sais, moi-même, je suis agnostique, je suis pas croyant. À la limite, je suis panthéiste. On en jasera une autre fois. Voilà. Tout le monde a raison. Fait que ça peut être une manière de jaser de tout. Non, mais c'est pas ça le panthéisme. Ah, désolé. Le panthéisme, c'est je vais dire le dieu de Spinoza. C'est l'idée que, la citation de Spinoza, Deus seu natura, c'est en gros que Dieu, c'est la nature. Les règles de l'univers, les règles physiques dans l'univers forment une certaine forme de déité. De déité, mais qui est naturelle. Ça me va. Mais bon. Et quand tu meurs, ben, tu retournes à la nature. T'sais. En tout cas, bon. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. C'est que quand on a fait la Révolution tranquille, il y a eu un rejet total de la religion. Si tu parles aux Dark Ages. Ouais, c'est mais de tourner la page. Là, puis tu parles aux boomers, mettons les boomers, quand ils vont parler de la loi 21, ils vont dire on s'est débarrassé des curés, puis on n'accepte pas les femmes voilées, des discours comme ça. Puis bon, le deuxième bout, c'est un autre débat, mais le premier bout, on s'est débarrassé des curés. Mais le truc, c'est que le Québec n'a jamais fait complètement la paix avec ça. Oui, on l'a rejeté, mais rejeter complètement quelque chose, ça fait pas que tu fais la paix avec. Ça fait juste que tu arrêtes d'en parler et tu veux plus en entendre parler. Puis il y a beaucoup de travaux en sciences des religions qui se font il y a beaucoup de travaux qui se font en sciences des religions là-dessus sur la religiosité au Québec, puis une espèce de constante ambivalence de comment on se sent par rapport au christianisme. Puis, tu sais, il y en a encore beaucoup qui vont tenir à maintenir les églises. Il y en a qui vont se considérer comme chrétiens culturels, tu sais, conserver l'héritage chrétien sans être religieux, ou je suis un peu religieux, mais je ne vais pas à la messe. Puis là, j'ai pas de réponse à tout ça, mais il semble y avoir un passé pas complètement réglé avec la religion au Québec, des affaires à régler. Qui, à mon avis, du moins au Québec, permet d'expliquer pourquoi il y a eu tant de mouvements de ce genre-là, parce que en gros, la religion a disparu au Québec en 10 ans, puis là, il n'y avait plus rien d'autre. Puis le nouvel âge n'a pas réussi à prendre le relais à bonne hauteur. Si, mettons, toi, tu te sens tout seul puis tu as besoin de quelque chose, ben, il y avait les mouvements politiques dans les années 70-80. Probablement. Les mouvements indépendantistes, les mouvements syndicaux, les mouvements des trucs comme ça. Mais si toi, tu es quelqu'un de plus spirituel, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu as le droit d'être spirituel si tu as envie, puis ça fait de mal à personne. Tu verras enfant indigo, man. C'est ça. Ben, il tombait dans la sauce. Fait que j'ai pas de solution à tout ça, hein, mais... Ça veut pas dire que c'est mal non plus, parce que tu peux vivre ta sauce comme tu vis ta game de donjon avec ton monde sur ton bord, puis que ça devient pas un argument indispensable quand vient le temps d'aller voter, puis que t'as pas envie d'assassiner des enfants de quelqu'un à Moronite parce qu'il l'a appelé Emmanuel. Il y a toutes sortes de degrés d'appliquer et de vivre sa sauce. Puis aussi, on a chacun notre sauce. Si mettons on parle juste du christianisme, des chrétiens, il y en a plein de sortes. Puis c'est pas tous des saucés crinqués qui veulent tuer des gays. Effectivement. Tu sais, moi, par exemple, à l'Université Laval, j'ai milité à l'Université Laval, puis il y avait une gang que c'était des anarcho-chrétiens. Donc, super cool. C'est des anarchistes qui prennent l'espèce de... le Jésus de gauche de la Bible. Le Jésus qui va crisser une volée au banquier, au temple, puis qui refuse l'autorité des Romains. T'sais. C'est la seule fois qu'il était choqué. Ben, c'est ça. Puis eux autres, ce qu'ils font essentiellement, c'est que le dimanche, ils se font un potluck, qui est l'équivalent de leur messe. Là. Ben, date, c'est cool. Ils se font un potluck, ils disent le Notre Père avant de manger, ils alternent femmes-hommes, sont super pour LGBTQ+, sont hyper féministes. Le dimanche, ils se font un potluck, puis ils font le Notre Père, puis ils mangent. Puis, dans le fond, c'est des hippies qui ont une Bible. Ouais, ben les hippies qui aiment Jésus. Ouais, c'est ça. Puis, moi, j'ai déjà fronté l'anti-émeute à Québec avec un dude à côté de moi qui avait un T-shirt de Jésus puis qui se battait contre l'anti-émeute. Comme Jésus dans le temple. Ce qui est à César, c'est à César, tabarnak! Fait que mon point, aussi, je veux quand même des fois, parce que quand c'est ton tâche, c'est quand on vous parle de religion, peut-être être moins vindicatif. Il y a des gens qui sont religieux, qui sont très progressistes, qui sont très productifs à la société. Il y a toutes sortes de degrés de sauce. Puis c'est pas toutes des sauces. C'est juste... Voilà. Mais je pense que tout ce phénomène-là de déchristianisation au Québec, évidemment, ça explique pas tout, mais ça a contribué. Il y a eu beaucoup de mouvements sectaires au Québec dans cette période-là. Puis je pense que ça a contribué. Il y a eu des lois sur les communautés aussi pour faire des communes qui ont eu des gros impacts. Des endroits comme au Témiscamingue, il est arrivé des histoires weird de familles, de
Je veux dire, même Raël est venu ici pour ça. C'est sûr que la continuité de l'espèce de culte qui ont pris d'assaut Val-David, qui se continue avec Jean-Jacques Crèvecoeur, ça doit être lié à Puis tout même ça. si tu regardes, par exemple, j'avais une prof d'histoire des religions qui nous disait que il y a certains mouvements dans les... tu sais, il y a eu beaucoup de mouvements marxistes-léninistes au Québec dans les années 70-80. Il y en a qui étaient plus cool que d'autres, mais il y en a qui étaient saucés. Puis il y en a un en particulier qui était considéré par... Et là, je veux pas dire le nom, je veux pas me tromper, fait que je dirais pas le nom du groupe parce que j'ai peur de me tromper. Ça devient compliqué aussi. Parce que ça peut être il y en avait 63. l'amicale extrême droite, l'amicale... Mais tu avais un groupe en particulier, je crois que c'était le PCCML, qui était considéré comme une secte par les spécialistes d'histoire des imagine, hein? parce qu'il fallait qu'ils portent un uniforme, il fallait qu'ils se marient entre les membres du parti, il fallait qu'ils travaillent tous dans la même usine. Fait non, mais puis quand tu écoutes tu fais de l'analyse de texte, des chants produits par ces gens-là, il y a tout le temps une connotation qu'on peut percevoir un peu de structure religieuse. Où est-ce que je vais en venir dans tout ça, c'est probablement là que la définition s'élargit de ces dernières années-là. C'est ça. Mais mon point, c'est que manifestement, il y a quelque chose... Le christianisme a disparu d'un coup, puis qu'il y a beaucoup de monde qui sentait qu'il leur manquait quelque chose dans leur vie. Voilà. Tu peux pas enlever la réalité de tous les humains d'un coup. Moi c'est un travail progressif. Oui. Moi j'étais beaucoup servant de messe et religion chrétienne catholique, puis tout, en banlieue de Val-d'Or à Sullivan. Et à un moment donné, j'ai commencé à jouer à des jeux de rôle. J'ai trouvé une autre manière de vivre. Mais en même temps, c'est les catholiques qui ont parti les premiers syndicats au Québec. C'est vrai, oui. Le CSN, c'était la centrale des syndicats catholiques. Il y a tout ça, oui, effectivement. Ben, écoute, merci Max. On va continuer avec ici ton troisième clip. C'est un autre. Ah oui, ça, je suis content de celui-là. Le groupe à l'extrême gauche qui nous met toujours un peu mal à l'aise. Vous savez, cette sensation de mal-être quand vous croisez le PRCF qui ressemble à un croisement contre nature entre Karl Marx et Philippe de Villiers. Pourtant, ce n'est rien par rapport au mouvement qui nous intéresse aujourd'hui, le posadisme. Le posadisme est une branche du trotskisme qui doit son nom à son leader, Juan Posadas. Juan Posadas est un militant trotskiste argentin qui scissionne de la 4e internationale en 1962. Alors que les trotskistes s'étripent généralement pour savoir si l'URSS doit être considéré comme un capitalisme d'État ou un État ouvrier dégénéré, les posadistes mettent tout ce petit monde en PLS en déclarant que l'URSS est un État ouvrier dégénéré, partiellement régénéré. Y a pas à dire, ils envoient du lourd. Cette théorie amène les posadistes à apporter un soutien critique mais inconditionnel à l'URSS. Ainsi, en 1980, en pleine occupation soviétique de l'Afghanistan, Posadas écrit « Les soviétiques offrent de sortir l'Afghanistan de l'arriération. Ils agissent en fonction du progrès et de l'intelligence. Même le PCF des années Torres n'aurait pas fait mieux. C'est quand même plus fort quand on se rappelle que les posadistes sont des trotskistes. » En pleine guerre froide, les posadistes réfléchissent aussi sur la menace nucléaire. La Seconde Guerre mondiale avait abouti à la victoire de l'URSS et à la création de nouveaux États ouvriers. La Troisième Guerre mondiale sera une guerre nucléaire et aboutira donc à une victoire de la Révolution mondiale et à une défaite complète du capitalisme. Cette guerre nucléaire est inévitable et doit être déclenchée le plus rapidement possible pour aboutir à une victoire du socialisme. Posada exhorte donc l'URSS et la Chine à déclencher une guerre nucléaire les pulsions préventive. apocalyptiques, ça me fascine dans ces affaires-là. On a tellement hâte que ça arrive, là. On a tellement hâte aux pendaisons, puis à la nuit de cristal, puis tout. On a hâte qu'on va avoir du fun quand il va être pendu. Si l'état ouvrier dégénéré, régénéré et la guerre nucléaire préventive vous semble un peu barge, attendez de voir la suite. En effet, Posadas s'est aussi intéressé de très près aux ovnis. C'est ça qui manquait dans ton affaire. Pour lui, l'existence de formes de vie extraterrestres ne fait guère de doute. Oui. Si les extraterrestres existent, alors les ovnis existent certainement. Jugez plutôt. La vie peut exister sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires, dans d'autres galaxies ou d'autres univers. En partant du fait que des extraterrestres peuvent exister, on peut admettre que des ovnis peuvent également exister. Si l'humanité n'est pas au courant de leur existence, c'est seulement car le capitalisme n'a pas d'intérêt pour les ovnis et ne fait en conséquence pas de recherche sur le sujet. En bon théoricien, Posadas tire des conclusions politiques de tout cela. L'existence de soucoupes volantes signifie que ces extraterrestres sont déjà passés au stade du socialisme. Il faut donc les appeler pour qu'ils viennent sur Terre aider le prolétariat à faire la révolution. L'existence des soucoupes volantes et d'êtres vivants dans notre monde est un phénomène que la conception dialectique de l'histoire peut admettre. Et en conséquence, on peut admettre que des ovnis peuvent également exister.
Si l'humanité n'est pas au courant de leur existence, c'est seulement car le capitalisme n'a pas d'intérêt pour les ovnis et ne fait en conséquence pas de recherche sur le sujet. En bon théoricien, Posadas tire des conclusions politiques de tout cela. L'existence de soucoupes volantes signifie que ces extraterrestres sont déjà passés au stade du socialisme. Il faut donc les appeler pour qu'ils viennent sur Terre aider le prolétariat à faire la révolution. L'existence des soucoupes volantes et d'êtres vivants dans notre monde est un phénomène que la conception dialectique de l'histoire peut admettre. Si ces êtres existent, ils doivent posséder une organisation sociale supérieure à la nôtre. Leur comportement exprime une organisation supérieure, ils n'ont pas d'agressivité, ils n'ont pas besoin de tuer pour vivre, et viennent seulement pour observer. Il faut les appeler à intervenir pour aider à résoudre les problèmes de la Terre. État ouvrier régénéré, guerre nucléaire préventive, extraterrestres socialistes pouvant nous aider à faire la révolution... Le posadisme est décidément bien barré. Et encore, notre analyse est incomplète car nous n'avons pas eu accès à certains textes de Posadas au titre évocateur tels que la gestation d'un enfant dans l'espace, la sécurité humaine et le socialisme, ou l'expérience soviétique avec des enfants et des dauphins. Pour conclure, laissons le mot de la fin à Posadas lui-même. Si à la place de Staline, Lénine ou Trotsky étaient restés à la tête de l'État ouvrier soviétique, aujourd'hui, nous serions déjà prêts d'aller sur Mars ou Vénus. Ouais, c'est pas la première fois que je l'entends, mais... Ouais, mais je me permets de souligner, tu sais, on a souvent des... Le posadisme, c'est un peu l'un des mouvements sur lesquels on fait beaucoup de... Tu sais, moi-même, maintenant, avec... Je sais que ton chat t'aime pas trop quand on parle de politique, fait que je vais être mou, là. On parle de ça tout le temps, c'est Non, mais je veux dire... Ils vont prendre ce que tu leur donnes, là. Hey, calmez-vous. Mais, en gros, ben, tu sais, moi, je tourne beaucoup autour des mouvements socialistes. Puis les posadistes, c'est un peu comme un running joke, là. En gros, t'as les trotskistes, puis à un moment donné, il y a une gang de saucés qui se sont séparés des trotskistes, puis on dit « Non, man, si les ovnis existent, c'est parce qu'ils ont la technologie suffisante pour venir sur la Terre. Ça veut dire qu'ils ont atteint le socialisme, puis qu'ils sont venus pour nous donner le socialisme. Mais pour les convaincre de venir nous donner le socialisme, il faut provoquer une guerre nucléaire. Là, ils vont venir nous donner le socialisme, puis là, on va pouvoir parler avec les dauphins. Ben, c'est pulsion apocalyptique. Ouais, les dauphins, c'est une belle finale. Ben, c'est une pulsion apocalyptique. Oui, absolument. Le sauveur Jésus va venir quand ça va être la fin des temps. Fait que si la fin des temps arrive, puis je l'aide à arriver, je vais avoir aidé Jésus à venir. Exactement. Oui, c'est ça. C'est appelé la fin. C'est du gros Thanatos, lâché lousse, ça, là. Puis, ben, évidemment, ces gens-là sont très peu nombreux, puis ils font rire d'eux dans les mouvements communistes et socialistes. Même dans leurs alliés idéologiques, ils font rire. Non, mais personne ne les prend au sérieux, puis ils sont genre 3 en Argentine à cette heure-là. Non, mais j'exagère, mais c'est rien, mais c'est un peu un running joke de monde de gauche, voyons, t'es-tu posadiste, puis on va faire le socialiste dans l'espace, puis... Ouais. Ben, Justin Trudeau, d'ailleurs, il a dit qu'on était pour accepter les extraterrestres s'il y en avait qui arrivaient sur Terre. Le pape a dit ça aussi. Ouais, fait que ça veut dire qu'on est-tu posadiste un petit peu, en plus d'être pro-Chine. C'est peut-être ça, finalement. Peut-être que Justin est posadiste. C'est une nouvelle thèse. Ça a signé aujourd'hui. Notez-le, tout le monde. Ouais, moi j'ai Justin entendu Trudeau dire est posadiste. Moi, j'ai entendu dire ça. Fait que là, ça fait 2 personnes. On a 2 sources. Ça me va. Puis moi, j'ai confiance en moi. Fait que une source très fiable. Plus une autre que faites-moi confiance, elle existe. C'est pas quelqu'un que je viens d'inventer. Autopsie d'une religion maintenant. C'est le 4e. Cet épisode est sponsorisé par les éditions 10-18 qui sortent un roman historique qui, j'en suis sûr, va vous plaire puisqu'il s'agit d'Angélus, une enquête policière au temps des Cathares. Eh oui, je choisis bien les sponsors. En gros, il y a un meurtre hyper sanglant dans un atelier de taille de pierre. Les corps sont mis en scène de façon Seven et l'église chrétienne pointe du doigt comme par hasard les Cathares. On va donc suivre non pas un mais 3 protagonistes, un envoyé de l'église, un représentant des hérétiques et un membre de l'atelier de taille de pierre qui veut se venger, le tout dans une enquête policière au cœur de l'an 1165. Bref, un roman historique très cool, avec du sang, des mystères, des cathares, 3 trucs qui me plaisent déjà pas mal. Je vous en reparle donc à la fin de l'épisode, et d'ici là, bon visionnage. Mes chers camarades, bien le bonjour. Une religion, c'est comme un être vivant. Elle a une naissance, une croissance, parfois des maladies, comme par exemple des hérésies ou des schismes qui la divisent ou qui l'affaiblissent. Et puis, elle peut aussi mourir. Aujourd'hui, je vous propose donc de nous faire médecins légistes d'une religion morte. Ça existe.
comme les langues mortes, sauf que là c'est une religion. Nous allons donc étudier au scalpel ce cadavre et essayer de déterminer la cause de son décès. Par-en, man, ça va devenir la mienne. À moins que tu les brûles. Est-ce que son heure était venue? Tout simplement. C'est parti pour l'autopsie d'une dissidence religieuse. Je suis en train de changer de religion juste pour le faire. J'aurais pu choisir l'Antiquité égyptienne ou les dieux celtes, mais il faut dire que le catharisme est une religion plus récente, disparue seulement au XIVe siècle. Et qu'en plus de ça, elle est relativement bien sourcée, et sa principale ennemie, la religion catholique romaine, est encore vivante de nos jours, ce qui nous fait un bon point de comparaison. Mais tout d'abord, avant de commencer, un petit point de contexte pour comprendre. Le droit de la haïr, mais ce que je demande, c'est de ne pas haïr les gens médiéval est une religion puissante qui régule l'ensemble de la société. J'ai beaucoup de difficultés avec les dogmes. Les prières, les fêtes religieuses rythment le quotidien et fixent les jours fériés. Adopté par les pouvoirs politiques, ce christianisme régule également l'exercice gouvernemental et les relations diplomatiques. Il est venu les chrétiens sont censés ne pas se tuer entre eux. Bisous, Elodie. Enfin, bisous, Elodie. Et tout pouvoir découle, d'une façon ou d'une autre, de Dieu. Les promesses de paix et les alliances doivent être respectées, car elles font l'objet d'un serment posé sur les évangiles, le livre sacré de tous les chrétiens. Bref, vous avez là une société où religion et politique sont intimement mêlées. Et c'est dans ce contexte que naît le catharisme. J'ai entendu le nom souvent, mais ça va être le fun d'avoir ça suspect. Mais surtout que c'est essentiellement une secte du Moyen-Âge. Donc c'est causé la mort parmi les premiers saucés. Mais si on remonte en détail dans l'historique de la victime, ça semble un poil plus compliqué que ça. Revenons donc loin, ça c'est un gros débat, j'en reparlerai dans la vie prénatale du catharisme, avant même que le Moyen-Âge n'accouche de cette religion. En l'an 1000, l'Europe occidentale est pleine de petites hérésies. Hérésie est un mot grec qui signifie choix ou préférence. Un hérétique est un chrétien, mais qui a fait un choix à part et se place à la marge de l'Église. Par exemple, il reconnaît tous les dogmes et les rituels catholiques, mais pas l'autorité du pape. Le choix le positionne hors de l'Église. Il peut alors être excommunié, c'est-à-dire jeté hors de la communauté des fidèles. Ces hérésies, il y en a beaucoup. En 1049, le Concile de Reims prononce que l'hérésie pullule en Gaule. Au XIe siècle, chaque prince qui crée des abbayes ou des paroisses s'octroie des investitures, c'est-à-dire le droit de nommer les curés et les abbés sur place. Résultat, on a un clergé qui obéit parfois plus aux différents rois qu'au pape. C'est la fête pourtant chef de l'Église. Le pape lui-même, d'ailleurs, règne de façon plutôt collégiale. Il ne prend pas les décisions seul. La réforme grégorienne commence alors. Son but est de centraliser l'Église. Les investitures doivent revenir au pape. Tout le clergé doit lui obéir. Et d'ailleurs, les décisions du pape devront désormais primer sur celles du collège des cardinaux. Unifier la chrétienté, c'est en effet le seul moyen de pouvoir continuer les croisades pour protéger le tombeau du Christ. Et c'est pas vraiment facile, puisque la réforme grégorienne commence en 1020 et ne s'achève qu'en 1215. Presque 200 ans pour mener une réforme. Chez nous, aujourd'hui, ça ferait quand même 40 mandats présidentiels. Je vous avais dit, c'est pas simple. Au XIIe siècle, l'Occident est en plein boom démographique, économique et culturel. On appelle ça la Renaissance du XIIe siècle. Rien à voir avec la Renaissance que tout le monde connaît. C'était bien avant. Les universités étudient la grammaire, la rhétorique, la dialectique et font venir en Europe de nouvelles sources philosophiques gréco-arabes. Cet engouement culturel, intellectuel et spirituel permet de tout questionner, même les sujets religieux. Le péché originel, l'origine des âmes, la création du monde, etc. Et tous ces débats, c'est une pépinière à hérésie. La liberté intellectuelle se heurte au dogme de l'Église, créant parfois des frictions. Bref, vous l'avez compris, à l'époque, les hérésies perdurent depuis longtemps. Et l'Église elle-même est en cours de centralisation. Mais avec la réforme grégorienne, on sent bien que le vent tourne. Puis son montage n'est pas gossant, ça. Il y a une école de France. L'autopsie peut donc commencer. Là, il va Premier zoomer point, out. quel est l'âge? Jump cut par-dessus jump cut. Ouais, c'est pas exactement. Il n'y a jamais de temps mort. Elle apparaît probablement dans le bouquet des hérésies de l'an 1000. Mais le Cathare, lui, il apparaît bien plus tard quand on essaye de poser un seul nom sur un phénomène qui, à l'époque, est encore multiple et qu'on a du mal à identifier. En tout cas, le jeune catharisme s'installe avec les autres hérésies dans l'Empire, en Flandre ou encore en France. Toutefois, dans ces espaces bien centralisés, les princes le chassent assez rapidement. Mais contrairement à ses petits camarades, le catharisme a eu la bonne idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a aussi fait son nid en Italie et en Languedoc. Or, ces pays sont encore troublés par des guerres entre cités, ou par la Grande Guerre méridionale du XIIe siècle, qu'on surnomme aussi la guerre de 100 ans méridionale.
Rien à voir avec la guerre de 100 ans que tout le monde connaît. Ouais, c'est bien avant. La meilleure game Parfois, j'ai l'impression que l'histoire se répète un peu. Bref, à ce moment, ces régions n'ont pas de pouvoir centralisateur fort et le qatarisme peut s'installer et commencer sa croissance en toute tranquillité. Mais pas n'importe comment. En effet, le qatarisme a des positions doctrinales assez particulières pour l'époque. C'est ce que tu penses? Prouve-moi que Trudeau puis Legault... Dans un premier temps, c'est-à-dire au milieu du XIIe siècle, le qatarisme commence à devenir une véritable hérésie déclarée. Pour ses adeptes, les bons hommes et les bonnes femmes, c'est leur nom, il n'y a qu'un seul Dieu, créateur des anges. Un ange déchu, le diable, a créé un monde matériel et des corps de chair pour y emprisonner les autres anges. C'est un démon. Mais bon, ce n'est pas un drame. En envoyant son fils Jésus, Dieu a promis de sauver tous les hommes, c'est-à-dire toutes les âmes angéliques prisonnières de corps mortels. Donc ça va, c'est cool. Mais le problème, c'est que ce discours contredit totalement celui de l'Église. En effet, comme le corps est mauvais, Jésus-Christ ne s'est pas incarné en homme, et il n'est pas vraiment mort. Il a juste fait semblant. Cette petite distinction, elle entraîne toute une chaîne de déductions qui ont énormément d'effets sur la structure sociale de l'époque. Par exemple, la communion chrétienne est fausse. On ne peut pas manger le corps du Christ si le Christ n'a jamais eu de corps. Plus de messe, plus de mariage non plus, car comme le corps est mauvais, le sexe est un péché. Et les obsèques alors? Eh bien, on s'en moque un peu, vu que les corps ne sont que des prisons. L'âme s'en est allée, et c'est ça que les gens il faut comprendre, c'est qu'en fait, les cathares étaient encore plus radicaux que l'Église. La société civile. Au sommet de la pyramide de cette nouvelle religion, et qui représente très bien cette séparation, se trouve la figure du parfait. Le parfait, ou la parfaite, est un croyant qui a reçu le consolamentum, le sacrement unique des cathares. Son but est de détacher au maximum son âme de ce monde matériel. Il n'est plus lié en rien. Au début, ils ont parlé d'hérésie. C'était comme important pour en arriver à cibler cette espèce de culte-là qui s'est construit autour d'idées un petit peu plus radicales. Mais croire en le pape, croire en ces affaires-là, il n'y avait pas comme de degré associé. Dans le sens que t'es-tu d'accord avec l'autorité du pape? Oh, oui. C'est correct, là, on n'en parle plus. Tu sais, je pense pas qu'il y avait... Tu sais, oui, il y avait des instances, il y avait... Mais, tu sais, oui, écoute, moi, Jésus, oui. Mais c'est parce que dans la pensée catholique, pourquoi le pape a ce rôle-là? C'est que dans la Bible, Jésus dit, dans la dernière scène, Jésus dit à Pierre... Toi, t'es une roche... Exactement. Et on va graver le nom dans ta roche. Tu es Pierre et sur cette pierre, je construirai mon église. En sang du Christ. Et donc, le premier pape est considéré comme Pierre et tous les suivants sont les successeurs de Pierre, donc ont été mandatés par le Christ. Ils ont pris il n'a pas le droit de se tromper, puis la parole du pape sur terre écho dans les cieux. Il faut être attention, il y a beaucoup de gens qui, quand on parle de... Qui ont vu le film de Kevin Smith. Non, mais très bon film d'ailleurs, un de mes films favoris. C'est vrai, c'est vrai que c'est bon. Mais avec, voyons comment il s'appelle, l'humoriste hyper anti-religieux qui joue un cardinal. Je joue un blanc. George Carlin. Oui, c'est ça. Ouais. Mais où est-ce que je voulais en venir, c'est que... j'ai oublié ce que je voulais dire, j'ai bu trop de titres. On continue, man. Ouais, OK. On a encore du stock. OK. On est en plein milieu de notre nota bene. C'est super intéressant. J'aime beaucoup ça. Aux obligations de la chair. Il ne doit pas jouir de la boisson, de la nourriture ou du sexe. Et il ne peut même pas toucher une personne du sexe opposé. Il ne peut pas mentir, pas voler, mais pas prêter de serment non plus. C'est quand même dur pour une société où beaucoup d'accords sont basés sur un serment prêté sur la Bible. Et oui, le catharisme est encore jeune, il est habité par l'esprit de réforme, il vit une sorte de crise d'adolescence chrétienne en remettant beaucoup de choses en question. Il accuse durement l'Église catholique d'être une vieille institution qui s'est perdue en chemin, qui a renoncé à ses principes et qui s'enrichit désormais. Il y a eu le luthérianisme de l'autre bord, par contre, c'est-tu inspiré Il n'y a pas de lien immédiat, mais il y a aussi une espèce de rébellion contre l'autorité papale. C'est dans le même esprit, mais c'est plus tard et c'est un esprit différent. Après les beaux discours, le roi il est temps d'être rationnel. Tout d'abord, il faut des fidèles. Or, les principes hérétiques sont très intellectuels et idéalistes. Ils sont durs à incarner. Disons que c'est quand même un double que des gens instruits assez fortunés. Après ça, il y a du monde qui l'ont repris parce qu'ils voyaient un intérêt. Du peuple qui ne sait ni lire ni écrire et qui travaille pour nourrir sa famille. Pour lui, les grands mystères de la vie ont déjà été posés et résolus par l'Église. Il se contente d'aller à la messe le dimanche, de respecter les commandements, et c'est bon.
Une hérésie comme celle du catharisme ne peut être menée que par une élite intellectuelle qui ose remettre en question toute la structure sociale et religieuse de son temps. L'élite urbaine fortunée a d'ailleurs tout intérêt à embrasser le catharisme, qui remet en question les lois et les impôts de l'Église. Peu à peu, le catharisme commence à se structurer. La théologie cathare se spécialise, notamment au travers de grands colloques internationaux organisés pour confronter les représentants de l'Église de Rome et unifier toutes les mouvances hérétiques sous un même dogme. Rituels, livres saints et hiérarchie apparaissent. C'est toute une société dissidente qui commence à éclore. Évêques, parfaits itinérants, couvents de parfaites, mais aussi écoles et hôpitaux souvent financés par de riches protecteurs, comme la célèbre comtesse Esclarmonde de Foix. Toutes les religions en arrivent là un jour ou l'autre. Il faut se situer par rapport au pouvoir politique qui est déjà en place. En prenant du poids, une religion devient une réalité économique et politique avec laquelle il faut compter. Et le catharisme a beau être sincèrement antimatérialiste et désintéressé, le clergé reçoit quand même des rentes et les religieux itinérants font parfois office de transporteurs de fonds. En fait, en quelques années, c'est une véritable église bis qui s'est construite et parfois, à quelques points de doctrine de dogme près, les gens peuvent être indifféremment cathares ou catholiques sans vraiment concevoir une différence. Ah non, moi je m'en occupe. Moi, ton argent qui est un fardeau pour toi, moi j'ai ce qu'il faut. Là. Moi je suis sage. La dissection nous indique qu'à ce stade, la religion est musclée, sportive, compétitive. L'ossature des rituels cathares est assez bonne, sa croissance dans les milieux privilégiés est optimale. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Les ragades. Eh ouais, pas de chance, hein. Devenir une grande religion, c'est une course de fond. Le catharisme, lui, fait plutôt dans le sprint. Les bons hommes ne font pas grand mal, mais ils marchent allègrement sur les plates-bandes de Rome. Et puis, leur philosophie non violente est plutôt sympa sur le coup, mais en profondeur, elle contredit les grands axes religieux, moraux et sociaux sur lesquels repose la société dans son ensemble. On est dans l'amour. Et prolongeant la réforme grégorienne qui veut purifier l'Église, le catharisme continue sur sa course folle. Au cœur d'un bloc civilisationnel basé sur des alliances maritales, les lignages et la parole donnée, le catharisme n'a pas peur de tout remettre en question. Mais le jeune et enthousiaste catharisme se prend les pieds dans le tapis. Il est le symbole de toutes ces hérésies chrétiennes qui, tout au long du Moyen-Âge, sont en définitive plus extrêmes que le vaisseau-mère. En effet, pour exiger de ses fidèles autant de renonciation au plaisir terrestre, il faut justifier d'un mythe solide, clair. Peu à peu, l'idée d'un diable créateur de la matière donne lieu à un dualisme. On ne sait pas trop comment, mais certains de ces chrétiens finissent à croire qu'il n'y a plus un dieu, mais deux principes créateurs. Pour l'Église de Rome, c'en est trop. Pour l'ensemble de la chrétienté aussi d'ailleurs. Une immense croisade est organisée par le pape Innocent III, réunissant des chrétiens venus de toutes les nations occidentales. Quand l'armée croisée arrive, il faut choisir, se convertir ou finir au bûcher. Mais des nobles languedociens, catholiques d'ailleurs, s'opposent à la croisade. Hérétiques ou non, ils doivent défendre leur sujet. Bien mal leur en prend, ils se retrouvent accusés à leur tour. La résistance est balayée par la puissance capétienne. Dans ce temps-là, c'est comme envoyer un email. S'emparer du Languedoc, qui devient alors français. Oui, car vous vous en doutez, une guerre, même sainte, n'a pas que des motifs religieux. Conquérir le Languedoc est intéressant à tout point de vue. C'est une terre riche et qui donne accès à la mer Méditerranée. Et pour les chevaliers de rang, on peut espérer récupérer un lopin de terre confisqué à une famille hérétique. C'est le sud de la France. Quoi qu'il en soit, c'est la fin du grand catharisme traumatisé à jamais par ce gigantesque coup. Cette religion prématurément vieille commence déjà son agonie. Par opposition à la langue d'oï, qui est la croisade a été un succès militaire. Qu'est-ce que André servait à la manifestation marquée par la croisade, rechigne et se convertit au catharisme. En gros, il y a deux grandes familles de français médiévales, la langue d'oï au nord et la langue d'oc au sud. Voilà. Dans les campagnes, un peu partout, l'Église met alors en place l'Inquisition, ce qui veut dire l'enquête. Le rôle de ce tribunal spécial est d'identifier et de confondre les hérétiques. Quand on dit Inquisition, il ne faut pas penser tout de suite torture et bûcher, qui restent des pratiques relativement rares, mais plutôt parchemin et registre. Les inquisiteurs interrogent et fichent toute la population. Ils compilent et comparent les interrogatoires. Le but, c'est surtout de ne pas déclencher de révolte. On ne traque que les
des hérétiques les dictature, plus importants, il s'agit de décapiter le mouvement cathare en arrêtant uniquement ses meneurs et si possible en les convertissant au catholicisme. Si on les brûle, c'est qu'on a échoué. Cette tactique fonctionne très bien et on découvre alors que sans sa structure dirigeante, sans ses rituels et ses évangiles qui sont ses sources si on n'est pas écrites capable de les permanentes, convaincre, on est eh bien une religion meurt assez vite. 1984, mais en même temps, c'est la bonne manière de faire aussi. Et voilà, c'en est bientôt fini. Oh, il y a bien encore quelques bonhommes et quelques bonnes femmes, mais ils n'ont plus rien de commun avec les débuts du mouvement. Sur la fin, on piège les cathares qui refusent de tuer les poulets. Désormais, ils croient en effet à la réincarnation dans les animaux. On est très très loin du cathare du XIIIe siècle, et encore plus loin de celui du XIIe qui croit en un dieu unique avec une seule vie sur Terre. Fait combien de dieux il y en a? Il y en a 3. Oh, t'es un plus cathare, toi t'es rendu super cathare. Catharisme. Il y en a même qui déclarent que les cathares n'existent pas. Mais ça, c'est plutôt pour faire le buzz. Alors, la cause du décès. Un lourd trauma crânien a laissé des traces, mais sans l'achever. La croisade. Le catharisme est plus vraisemblablement décédé quand l'Inquisition a fait disparaître son clergé, ses élites et ses livres sacrés. Cette religion est littéralement morte de faim, n'étant plus nourrie par la matière rituelle et spirituelle nécessaire. Ça a marché, ils ont déplatformé Pourtant, en procédant à une autopsie approfondie, on décèle des traces de carences antérieures au décès. Plus de GoFundMe. A connu une croissance trop rapide, qui a rendu son ossature fragile. Ses poumons sont endommagés. Dans un milieu médiéval hostile, très lié au serment, au mariage et à l'unité sociale et religieuse, le catharisme étouffait. Malnutrition, fragilité osseuse, asthme. Le catharisme était une religion à part, assez originale, mais fragile. Dans ces cas-là, le secret est de s'appuyer sur un plus fort que soi. Un puissant roi, un empire, n'importe quoi. Mais le catharisme n'y est pas parvenu. Trop réformiste pour les chrétiens, trop extrême pour le peuple, trop rebelle pour les puissants. Il n'a pas eu de protecteur et n'a pas pu tenir le coup. Merci à Jean de Boissaison pour m'avoir accompagné sur la préparation de cette émission. Il fait partie d'une structure associative Saga Film qui a pour but de mettre en avant l'histoire occitane. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site web, je vous mets un lien en description. Comme je vous l'ai indiqué au début de cet épisode, ce dernier il est sponsorisé par les éditions 10-18 qui sortent le nouvel ouvrage de François-Henri Soulier, Angélus. Je l'aime lui. En fait, il s'agit d'une enquête policière bien touffue au cœur du catharisme puisqu'on plonge au cœur de l'année 1165 au milieu d'une scène de crime assez horrible où plusieurs personnes ont péri, leur corps ayant été mystérieusement mis en scène et assez rapidement certains accusent les cathares même la qui, pub se défendent de toute implication avec ton documentaire de l'heure du temple solaire. Tout est pensé. Oh, la trois protagonistes, deux qui il est mènent une enquête. démoniaque. C'est comme Donald Trump joue à 5D pour venger en ses 5 amis. dimensions. Bref, Il a fait des mots. Angélus, c'est un roman historique. Il a dit tantôt qu'il allait pisser, c'est pour ça qu'il a fait. Sur notre rapport à la Je t'allais modernité parler aux gens et qu'il fallait que je parle. à travers cette période de bouleversement de la société. Et puis c'est aussi l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur les cathares et leur idéologie. Parfois assez en avance, vous le verrez. Non, mais elle a deux frères, si jamais. En tout cas, je vous mets le lien du livre en description pour en savoir plus. Et j'espère que ça vous plaira pour ceux qui très bien, Christine. Salut, je pense pas qu'elle nous écoute, mais quand même, salut, bisous, Christine. Le livre. Encore merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Que le bonheur soit ton fardeau. Et à toi aussi, Maxime Laprise. Sur YouTube, excellent, sur Facebook, Instagram beaucoup ce qu'on est en train de vivre. À la prochaine. Et on arrive au dernier. C'est un clip qu'on a montré vraiment très souvent à douteux.org. Ah, je me doute que vous l'aviez déjà vu, mais... Parfait, je ne l'ai jamais montré. Mais juste avant, je peux te dire un petit truc? Ben, t'as pas dit par pitié? Par pitié. OK. Je trouve ça super intéressant parce que, premièrement, c'est le concept de secte. Oui. Le concept de secte, c'est une invention du christianisme qui était pour essentiellement parler de ceux qui se séparaient du christianisme, qui restaient chrétiens, mais qui n'avaient pas la bonne ligne. On parlait d'hérésie. Oui, exactement. Les hérétiques. À la base, une secte, c'est un groupe hérétique qui s'est séparé du bon christianisme, en guillemets, le christianisme orthodoxe. Le papal, genre, la définition. Ben, ça veut pas nécessairement dire qu'ils rejettent l'autorité du pape, il y en a plein de sortes. Dans les premiers temps, les hérésies, c'est ce qu'on appelle des débats christologiques, et là, j'entre pas trop dans les détails, mais c'est des débats sur la nature du Christ. Donc, il y en a qui vont dire... Penses-tu qu'il puait dans dessous des bras, le Christ Jésus, quand il... Ben, je veux dire, il faisait un fou dans ce coin-là. C'est vrai? C'est vrai.
Mais tu sais, il y en a qui vont dire, OK, Jésus, c'est à moitié un homme, à moitié Dieu. Il y en a qui vont dire, non, c'est juste Dieu. Non, c'est juste un homme. Non, c'est à moitié un ange, à moitié un homme. Fait que là, ce qu'on appelle les querelles christologiques du début du christianisme, c'est passionnant si ça vous intéresse. Mais où est-ce que je vais en venir? Hey, c'est du role-playing, ça. Tu es en train de définir des concepts qui sont moins importants qu'on pense, mais qui sont plus importants qu'on pense. Ben, dans notre esprit à nous, c'est sans aucun intérêt et j'en conviens. Ouais, mais pour des gens de l'époque, c'est fondamental. Puis c'est quand tu donnes des cours d'histoire médiévale, c'est difficile à expliquer. Que les gens y croyaient pour vrai, puis que c'était réellement important pour eux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire, non? C'est vrai. Mais avant les romans, avant tout, là, sacrément, là, nous autres, on a Netflix pour tuer le temps. Asti, eux autres, il n'y avait même pas de livre, là, tu sais, c'est check un nuage. Ben oui, on parle du nuage, tu sais, moi, ça me sidère, ces Mais où je veux aussi aller, c'est que, tu sais, on parle souvent de l'Église médiévale comme elle est tout le temps en train de chasser les gens qui sont contre l'Église puis contre. En fait, ce qu'on constate, c'est que les hérésies médiévales, c'est pas des gens qui croient pas en Dieu ou qui sont athées. C'est des gens qui sont plus radicaux que l'Église, qui sont encore plus saucés. Ouais. Encore dans l'exemple des 14, en tout cas, l'Église catholique a servi de tempérance. C'était la gentille dans l'histoire. Oui, il disait, vous allez trop loin. Les gens... il faut quand même se marier puis avoir des rapports sexuels à un moment donné. Parce que là, tu m'as parlé, au travers de Nota Bene, d'une inquisition qui faisait des enquêtes puis qui disait « Ouais, mettons, je te demande de tuer le poulet, là, ça te tente-tu? » Là, la personne, parce qu'elle est cathare, ben, elle dit « Non, je peux pas tuer le poulet, je peux pas tuer le poulet. » Puis, tu sais, c'est ce genre de patente. Mais c'est ça que je pense que s'il faut vraiment insister, c'est que t'as pas toujours l'Église méchante qui est... en fait, souvent, l'Église essaye de modérer des mouvements qu'elle juge too much. On vient de le voir, comme les cathares. Puis, je suis pas en train de dire il faut aimer l'Église catholique, tout ça. J'appelle juste à la modération, quand on émet des jugements. C'est pas parce qu'on est au travers du Québec qu'il y a eu une révolution tranquille qu'on ne voit plus le bien de la religion, qu'il n'y a pas eu une indispensabilité ou une pertinence à cette ce que je dis, je le dis souvent parce que c'est une ligne classique chez les historiens et les historiennes, c'est méfiez-vous toujours d'un historien qui répond autre chose qu'à votre question par « c'est plus compliqué que ça ». Parce que c'est toujours plus compliqué qu'il y a des méchants et des gentils. Mais c'est pour ça que c'est super intéressant parce que, et là j'y viens parce que j'en ai parlé sur mon Twitter, j'ai fait une liaison avec le mouvement des troqueurs. C'est que, les guéris. Tu sais, pour moi, les troqueurs, c'est l'idéologie individualiste qui est liée au néolibéralisme et au capitalisme qui était amenée à son apogée et qui a échappé au contrôle des autorités. T'sais, on est dans une structure qui privilégie l'individualisme, mais là, c'était comme, on est arrivé à un point où c'était too much que même les autorités étaient comme, OK, oui, on encourage l'individualisme, mais calmez-vous. On ne pensait pas que tu étais capable d'aller à ce point-là. Jusque-là, à nier les autres individuels. C'est ça. C'est un peu ça, en fait. C'est que les sectes du Moyen-Âge, c'est comme du monde tellement chrétien qui sont même que l'Église est comme, OK... on va se calmer un petit peu, là. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre que fourrer Calvaire? On est en 1412. C'est ça. Fait que c'est juste le bébé message que je voulais passer. Des nuances, moi, j'aime ça. Ouais. Voilà, dans nos erreurs les plus pires. Et d'ailleurs, parlant de nuances, on présentera pas, on se lance. C'est ton dernier clip. Ah oui, c'est le dernier. Voilà. Merci, Maxime Laprise. Ceci est mon urine La d'aujourd'hui. plus grande ligne de l'histoire. Je le bois d'une manière vivante. Ça veut rien dire. Je peux pas regarder. C'est l'eau de vie. Pourquoi? Mais il boit son jus de pomme. Délicieux. Je le bois de manière vivante. Parfait. Parfait. Pas de goût du tout. Légèrement salé. Délicieux. Jürgen Busch est un adepte des médecines douces. Il pratique la naturopathie. Et il a, semble-t-il, découvert un élixir miracle, l'urine humaine.
Jürgen Bush est l'instigateur de cette nouvelle pratique. J'aime vraiment le et il ton appelle de la ça, personne comme il qui se fait la doit, narration. l'urinothérapie. Tout ça est correct, tout va bien. Ben, c'est René Ferron, c'est une pointure dans TV dans le cadre québécoise. de mon enseignement. René Ferron, il Dans le s'occupait cadre de... de mes Ben, la études caméra, ça a en été naturopathie, une des j'ai personnes qui a débuté aidé à partir de TQS. Et le à reste. Ok, je savais pas. Ah, c'est un titan de la TV, René Ferron. Les membres de ma famille. Mais Mario c'est vrai a qu'il y 36 a... ans. Pour lui, l'urinothérapie est une planche de salut. Depuis 20 ans, il a des problèmes avec son système digestif. Ça faisait 20 et ans que selon je ses buvais pas ma dires, pisse, la mais depuis que médecine je bois ma pisse, traditionnelle ça va bien. n'a jamais rien pu faire pour lui. En désespoir de cause, il se tourne commencé vers à boire Jürgen sa Bush, pisse. le professeur Jürgen Bush est membre du Collège des naturopathes du Québec. Le Pour Collège lui, des naturopathes. l'urinothérapie trouve ses origines dans la nuit des temps. Il a même retrouvé des citations dans les anciennes écritures hindouistes et dans la Bible qui relatent la consommation d'urine. Non, mais c'est pas supposé être un argument quand on parle de science. Non, Les deux affaires, c'est ce qu'il dit. Et Hey, checké, on parlait dans la Bible. La Bible, Jésus boit sa piste. Puis je pense pas non plus qu'il y ait des citations sur la consommation. Il y a d'autres références comme ça. Je Par l'ai lu exemple, 2-3 fois. Maudit soit Pour celui mes qui études, gaspille son urine contre le mur. Ou bien il parle de Maudit soit de celui boire qui de l'eau de gaspille son vie. urine contre le mur. Puis les interprètes de la Bible ont beaucoup de misère de définir qu'est-ce que c'est exactement l'eau de vie. D'ailleurs, Mais son nous, urine maintenant, on est sait pas mal que ça jaune, veut il dire devrait l'urine. peut-être plus Mais c'est son seul argument, puis ça n'a pas Et rapport. ce n'est pas seulement dans la Bible et dans les différents livres sacrés qu'on retrouve des allusions à l'urinothérapie. Dans ce recueil de médecine populaire du Québec, on conseille aux personnes victimes de certains malaises de boire leur propre urine. Ouais, c'est pas Par revu par les exemple, pairs, pour ça. combattre des brûlements d'estomac, on suggère de boire son urine du matin pendant 9 jours consécutifs. Pourtant, l'urine n'est-elle pas un déchet de notre organisme? Peut-être bien, répond M. Bush, mais tout de même. Ah, tout de même. L'urine est considérée par la médecine allopathique comme un poison, comme un déchet. Ben, c'est un déchet. Mais ça, c'est sûr. si on regarde les composants de l'urine, on voit que ça n'est pas un déchet du tout. Parce qu'il y a des composants comme un aliment. Les composants principaux de l'urine, ce sont des enzymes, des acides aminés, comme les protéines, ce sont des vitamines, Carl qui dit, il doit ce se sont des sentir la anticorps, gueule, le gars. ce sont les Ben, hormones. moi, c'est pas de Il y joke, a c'est... plus que 200 composants dans l'urine. Selon Jürgen Bush, les composants de l'urine ne peuvent être que bénéfiques pour la santé. Hey, le gars s'appelle Et toujours selon Jürgen notre Bush. fin dégustateur de Je me demande il pipi, est où en ce moment. le fait de boire son urine ne peut qu'améliorer l'état de Il est santé peut-être de à- personnes atteint un souffrant de niveau- un certaines autre niveau maladies. d'existence Décidément, urinale. pour M. Bush, l'urine a toutes les vertus. Parce que l'urine a un effet désintoxicant, OK, ouais, a un c'est effet ce mot-là. antiviral, antibactériel et antibiotique. Alors, dans les dernières années, 88, 89, 90, Ah, il y a une là, moustache. j'étais allé voir les médecins pour dire, ben, je suis prêt à me faire opérer, n'importe quoi. Le gars, il boit sa Alors, le pisse, il a médecin une qui m'a moustache. examiné, après m'avoir Ouais, examiné, il m'a chérie, tapé dans le dos, il m'a dit, Tu sais, c'est... t'es tellement magané, mon gars, qu'on peut rien faire pour toi. C'est sûr Boire que son c'est arrivé. urine, ça. ce n'est pas évident. Le docteur, Au début, il a dit Mario ça, est dégoûté. ouais. Il À n'arrive moins pas à que le tu sois faire. alité, Pour lui, que ce tu aies liquide plus jaunâtre rien, est cancer malpropre. final, là, Mario ok, je peux commence bien donc par l'imaginer. enduire son T'as-tu ton corps reçu? d'urine. Parce que Question de sinon, s'habituer on au pourra rien contact. faire. Puis Après encore une plusieurs autre, semaines d'hésitation, Mario son urine réussit est très à tremper jaune, je le pour la conseille de première fois davantage s'hydrater. ses lèvres dans cette véritable eau de vie. Ça, c'est véritable. Ah, il eau se de vie. badigeonne Eh bien, de sa croyez-le ou pisse. non, Mario prétend que son état de santé s'est amélioré. Comment? Difficile de savoir, mais il en est convaincu. Mario a tellement été impressionné qu'il utilise aujourd'hui son urine à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Cette ligne-là, à toutes les L'absorption sauces. de l'urine a Fait que permis là, la tout le stabilisation de la Québec est au température du courant corps, que... qui était sous la Je normale souhaite de que ta plusieurs degrés. copine te lâchera pas. parce Aussi, que ça leur a permis la Ah, cessation quoi des qu'en même temps, il y a démangeaisons toutes de la sortes de peau monde. là. et la fermeture des plaies intérieures. La qui fermeture sont des prouvées plaies parce que le intérieures. pus sort. Oui, ça. La
L'urinothérapie doit être nécessairement accompagnée d'un régime alimentaire. Ben, c'est sain. peut-être ça. Cela C'est est peut-être ça qui déterminant. aide. OK, La mais qualité c'est- de l'urine en dépend. Non, non, mais Mario attends un suit peu, à la là. lettre un régime très sévère. Essaye d'arrêter Pour de compléter boire sa ta thérapie, piste, Mario continuer a ton trouvé un régime. truc Là. pas mal intéressant, disons. OK. Imaginez-vous qu'il saute sur une trampoline pendant 15 minutes chaque jour. Cela aura pour effet d'accélérer l'expulsion des toxines Peut-être que hors le du fait corps que tu manges par mieux le puis que tu biais fasses de du la sport, ça transpiration. t'aide. Jürgen Bush prétend que J'avais la oublié consommation la de sa trampoline. propre urine lors d'un jeûne il y a prolongé une carte. permettrait de conserver ses énergies. Aïe, 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 aïe. J'ai fait un jeûne de 3 semaines. Ouais, moi aussi. Et j'ai Oh, constaté Brana! que, contrairement Urine et aux Brana. autres Le expériences combo. de jeûne que j'ai fait, je n'avais plus Ah non, c'est 21 des jours. sensations Non, c'est 21 de jours. faiblesse, des 3 semaines, sensations ben oui, c'est ça. de fatigue. Jürgen Bush n'a pas fini de nous surprendre. Il nous parle ici du cas d'un célèbre personnage qui aurait survécu à un très très long jeûne Bugs en Bunny. buvant son urine. C'est Le Bugs Bunny, je cas pense. personnel et le cas le plus connu, c'est peut-être le cas du Jésus-Christ qui a jeûné dans le désert pendant Tu 40 nous ramènes jours. une deuxième fois Jürgen l'argument. Bush se défend bien d'être un prophète Ouais, ok, des jeûne, temps modernes, ça mais m'arrive il y a de de quoi faire aussi, être sceptique mais, devant les prétendues propriétés de En tout cas, l'urine. de ma lecture Nous de- avons demandé à quelques la médecins Bible, de nous accorder une entrevue pour savoir Jésus ce a pas qu'ils bu son pensaient pipi de dans le cette désert. étonnante Je thérapie. peux l'affirmer, je suis pas Ils nous ont théologien. répondu mais qu'ils ça, je peux ignoraient tout l'affirmer. des J'étais pas là. prétendues vertus de l'urine. Mais Je sais, en l'un fait, je sais d'entre même eux, pas si un Jésus de néphrologue, Nazareth, spécialiste comme des il est reins, écrit dans la nous Bible, a assuré existait que pas la vrai. consommation de Moi, je suis sa à ce propre point, urine là. ne Ah, constitue c'est sa pas un femme, c'est vrai, on véritable avait oublié sa danger. femme. Bush prétend que l'urine a Ah, la femme sûrement de des Jorgen. propriétés Ouais. thérapeutiques Ah, puisqu'elle yeah, entre c'est dans la du fantasme composition de weird, produits ça. pharmaceutiques. Moi, de faire boire ma Malgré pisse, les ma convictions de grande. No Jürgen king Bush shaming. concernant les Ah, ils vertus se font de du l'urinothérapie, Ah, qu'est-ce que il c'est a ça? lui-même eu des réticences à consommer son urine. Dude. Au début, à tout le moins. Jürgen a reçu le genre d'éducation qui ne Jürgen. permet pas, pour des raisons hygiéniques, de boire son urine. Il a donc dû passer outre cet interdit. Le jour où j'ai réalisé que mon mari prenait son urine, j'ai très mal réagi. Ben, Alors je lui ai défendu, j'ai dit si tu continues de faire ça, je te défends de m'embrasser de nouveau. ben. Tu prends la porte ou je la prends. Mais depuis, Mme Bush a totalement changé d'idée. Elle a Aujourd'hui, commencé à se elle ne jure que par gargariser l'urinothérapie. avec de la pisse. Carmen Bush a trouvé dans son urine une véritable fontaine de jouvence. Mon visage, je n'emploie plus aucune crème. C'est tout ce que je me Je mets fais dans le juste me visage. mettre c'est de la tout, j'allais pisse. Ça peut marcher, je sais mon pas. urine. On est au courant, en tout cas. Oui, et je me lave la tête avec l'urine. Hey, Elle des se la- kisses, des kisses. L'urinothérapie est une pratique pour le moins insolite. Il faut être sceptique Ben, face à ces prétendues vertus thérapeutiques, mais pour les personnes abandonnées par la médecine traditionnelle, Un des l'urinothérapie frères peut devenir Klitschko, une le Vladimir quelconque Klitschko, planche le de salut. boxeur, là, il Ici, il l'urinothérapie tapait dans possédait le toutes les sac vertus jusqu'à temps que que Bush lui ses donne. mains Imaginez saignent. les milliards Puis de il dollars qui, mettait chaque année, prennent ainsi la des route couches des égouts. usées de sa fille pour guérir plus vite autour de ses mains. On s'en sortira jamais. On fait... Voilà, mon bloc est fini. J'espère que vous l'avez apprécié, les l'a gens, même apprécié. si c'était niché un peu. Tu reviendras, ben là, c'était parfait. C'était direct ce qu'on aime avoir. Ici, ben, j'en ai montré un clip hier. là, C'est le concept de téléphoner à une place. Encore l'affaire Puis de d'achaler, non-confiance. là, c'est ça. Il faut envoyer 900 000 emails au lieutenant général Pénis Denrey. Puis à un moment donné, il va avoir quelque chose qui va faire qu'il n'y aura plus de Justin Trudeau. Là, parce que c'est de même que la vie marche quand on n'est pas en dictature. Je te laisse me décrire ça. Le docteur Fauci, ils sont encore sur le docteur Fauci. C'est le fils de Mère Teresa qui était un enfant trafiqué par Jeffrey Epstein. Fait que, en gros, si je comprends bien, le Fauci il a été trafiqué par Mère Teresa. C'était câlisse. Je sais même pas s'il y a quelqu'un qui a écrit ça pour troller du monde. Là, tu mets du Teresa ici avec de... Elle était quand même assez weird, là, Mère Teresa. Ouais, ben toutes les c'est sources pas... tendent à montrer que c'était plutôt une connasse. Ouais, mais là, de là à vendre des Dr. Fauci, je dirais pas. Ouais, non, je pense pas. Elle aurait gardé Dr. Fauci pour elle-même, c'est sûr et certain. Et on arrive tranquillement pas vite, on va l'avoir aujourd'hui. J'ai fait mes devoirs, je suis allé à la place Versailles à Montréal et tous les commerces qui me demandaient mon pass, je refusais de leur montrer.
Et je leur disais que je n'encourageais pas la ségrégation et ceux qui le faisaient étaient des lâches. 2783. On la connaît. Je ne sais pas c'est qui. Okay. Mais elle a 2783 likes. Ils ont mis le paquet pour faire peur. Tellement pas rapport avec la vidéo. Mais aurais-tu vu ou entendu que Tamara serait décédée en prison? Écoute, on ne sait pas à ce moment-là. Ou ils l'ont mis dans les tunnels. Ouais, quand tu fais suicider quelqu'un, après ça, tu l'envoies dans les tunnels. Ne l'aurait-il pas déplacé en Ukraine? Probablement. On ne le saura jamais. Mais le Québec est divisé. Ouais. L'indivisé et la population. Je comprends absolument pas ce que ça veut dire. Ouais. Moi non plus. On va continuer avec ça. Et c'est notre chum Sébastien qu'on a découvert hier. Il est rendu partagé. Hein. C'est le camionneur médium. Message aux Premières Nations. On a gagné. On l'a écouté hier, son clip, et j'avais pas l'impression que c'était simple de même, son message de 18 minutes qui aurait fait en une phrase. On lui souhaite d'arrêter de faire des clips. Ici, c'est Caroline Lessard, hein, la plus grande fan ever de Alexis Courage-Strudel. Ça, c'est l'autre affaire qu'on va devoir surveiller, Maxime. Si Justin Trudeau vend le Canada aux USA, les jeunes hommes canadiens seront obligés de faire leur service militaire. Ainsi, les satniques, amis de Justin Trudeau, se régaleront de leur sang au combat. Que Dieu renverse leur plan, amen. Mais les USA, c'est pas les gentils? Eux autres seraient pas contents qu'on soit vendu aux USA? Je sais. Ouais. Je le sais. Et puis la Chine, est-ce qu'elle est gentille ou méchante? On cherche encore. Dans le chat, s'il vous plaît, nous dire est-ce que la Chine est gentille ou méchante? Voilà, ça c'est un meme ici de notre ami Daniel. Hey Dan, as-tu entendu M. Legault? M'en calisse de Legault. Il ouvre les bars, Dan. Asti que je l'aime, M. Legault. C'est un bon meme, Tiens, je te laisse nous décrypter l'image que je viens de te montrer, Des mon cher trousses Max. d'autotests de dépistage du VIH gratuites sont maintenant offertes au public partout au Saskatchewan. C'est cool. Ça, non, c'est un gros problème. Pauvre Vax. C'est ça. OK. Luc Montagnier en avait parlé de ça. J'ai bien hâte de les voir, les hypochondriaques. Et après dire, ben là, ils m'ont dit que j'avais pas le vax, je pouvais pas manger au resto, lol. OK? Yeah! Et le VIH est un autre super scandale de fou, inoculé en Afrique par vaccination sous prétexte de protéger contre autre chose. OK, source need. En lien avec l'immunodéficience et ou immunodépression. Un traitement, entre guillemets, qui tue ses patients en 3 ans, comme pour le poison chimiothérapie, concernant le génocide du cancer, qui se guérissent facilement en passant. Je comprends rien. Protéines spike, immunosupprimés, sidatique. Rengaine, machine à café, que tu m'aimes. Avion, poney, pomme grenade. Beurre de pinot, système solaire, calice, t'as gagné. Camoulox. Les vaccinés vont être malades. C'est sûr. Des fois, des vaccinés, c'est malade. Et une autre affaire qui est super vraie, hein, puis on l'oublie une fois de temps en temps. Écoute, Max, si je te dis que tous les vaccinés vont mourir un jour. Mais semble-t-il qu'il y aurait un lien entre les décès et le dioxyde d'hydrogène? Oui, c'est une affaire qui mange. Puis ça a tu l'air peux mourir par desquamation. Ça a l'air d'être une des affaires les plus cruelles qui peut t'arriver, ça. Ouais. Ça a l'air que la plupart des fast-foods incluent du dioxyde d'hydrogène tabarnak, dans leur bouffe. Donnez généreusement. Vous pouvez envoyer de l'argent, d'ailleurs. J'ai ça ici. Non, je ne l'ai pas, là. Je vais sortir ma bannière d'Infosec, mais vous pouvez donner de l'argent à Infosec pour régler le problème du dioxyde d'oxygène. Ça serait quand même quelque chose de très intéressant. Ça, je suis pas prêt à le lire, par contre. Non, je pense que vous allez juste comme on le c'est la bullshit, tu sais, c'est... Donc, tu vas aimer ça. Moi j'ai déjà théorisé, parce que, tu sais, la réalité, ça me fascine bien gros. Et les Templiers, hein, les croisades, ça l'a comme amené, avec les lettres de change et le reste, à la création du système bancaire, un petit peu tranquillement, pas vite. C'est vrai que les Templiers ont...